Oui. Je me suis retrouvé même endetté. Donc quand je sors du bois, c'est que je réussis à payer les dettes. Oui. Je mets l'entreprise en liquidation et je rentre au Canada. Alors, vous aviez investi à peu près combien dans cette entreprise? Alors, si il faut que je compte tout ce que j'ai investi. Les machines que vous aviez achetées, ainsi de suite, c'est combien d'investissements à peu près? J'ai laissé presque 500 millions. 500 millions. Oui, dans l'activité globale. C'est-à-dire que quand vous emmagasinez, parce que vous entrez dans une espèce de spirale. Oui. C'est un secteur qui, alors j'ai beaucoup appris, je peux être consultant aujourd'hui. Parce que c'est un secteur qui est vraiment porteur. Sur papier, il est impeccable. Oui. Le problème est que vous savez que ça fonctionne. Donc quand vous commencez à perdre 100, 200 millions de cash, parce que là maintenant c'est le cash, c'est pas en actif là. Oui, oui. Quand vous commencez à perdre 100, 200 millions, vous avez besoin au moins de rentrer dans vos fonds. N'est-ce pas? Oui. Parce que vous avez quand même un matériel que vous avez acheté. Qui, les Lucas 1000 à l'époque valaient quelque chose comme 30 à 40 millions la machine avant les douanes ici. Vous pouvez imaginer. Oui. Alors maintenant, quand vous vous rendez compte de tout ça là, vous essayez encore quand même. Bon, on est un relationnel, on sait comment soulever des fonds. Mais une fois que vous avez soulevé des fonds, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, maintenant, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de malédiction avec les Camerounais. C'est-à-dire que vous faites comprendre aux gens que vous donnez du travail à des Camerounais, c'est pas leur problème. Oui, c'est l'intérêt personnel. Voilà, ils s'en foutent totalement. Ouais. Et puis à un moment donné, il y a une espèce d'énervement, de rage que bon, ok, c'est pas grave, vous réglez les dettes, vous mettez le truc en liquidation et puis vous partez. Les vues connues. Voilà. Alors, vous avez perdu beaucoup d'argent, dites-vous, mais le traumatisme n'est pas tel que vous allez tout abandonner parce que vous récidivez, vous revenez et cette fois vous vous attaquez à l'exploitation de l'or et du diamant. Vous créez l'entreprise CX Trading Cameroun SAL avec deux partenaires canadiens, les Verville, Charles Verville et Luc Verville. C'est un père et son fils qui sont vos partenaires. Et dans cette entreprise, vous avez 52% des parts et les Verville ont chacun 24%. Alors, dites-moi, comment vous êtes tombé sur cette famille pour en faire des partenaires d'affaires? Alors, donc, c'est comme ça sur la fin, mais c'est pas comme ça au début. Tout à fait. Parce qu'au début, c'est le projet de 3 amis. Oui. C'est-à-dire que Charles Verville et moi, on était dans un établissement privé ensemble. Donc, on se connaît depuis 2010. Hein. Donc, quand on commence à travailler ensemble, c'est après plus de 10 ans Donc, alors, il y a Charles Verville, moi, et puis un autre ami qu'on appelait Brian Bontic. Donc, nous sommes 3 amis, et puis chacun sait exactement ce qu'il apporte dans l'entreprise pour qu'on commence à travailler. Mais pour dire vrai, c'est Charles qui m'approche pour me dire, écoute, on peut faire ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Oui. Donc, je lui dis, donne-moi quelques jours, le temps que je regarde un petit peu autour de moi, je te reviens. Donc, on adopte le projet, ce qui fait que je crée l'entreprise à l'époque en 2019. Oui. Je pense que c'est le 17 septembre 2019. Je crée l'entreprise, donc nous venons tous au Cameroun. On vient créer l'entreprise avec Charles, moi et puis Brian. Mais Brian ne respecte pas ses engagements. Oui, parce que bon, pour ma part, je supportais d'abord toute la partie financière. Et puis nous avons un apport, que nous devons faire un apport commun. Il ne respecte pas ses engagements. Et il est débarqué de l'entreprise en début 2020. Maintenant, quand on les débarque de l'entreprise, il ne reste que Charles et moi. Et son père, qui nous suivait un peu à distance, décide d'embarquer. Oui. Donc Charles vient me voir et me demande, est-ce que c'est possible que son père reprenne les parts que Brian a laissé. Oui. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Si ton père remplit sa quote-part. Alors, le père aussi a une grande expérience dans le domaine. Et c'est comme ça que le 25 mars 2020, son père rentre donc dans l'entreprise en lieu et place de Brian Bontic. Oui. Alors, et pourquoi vous décidez de faire affaire dans le milieu assez complexe de l'or, du diamant, des minerais en général, après l'expérience malheureuse du bois? Vous pensez que si le bois a été compliqué, c'est l'or qui va être facile? L'approche est différente. Oui. Pour une raison très simple. Oui. C'est que le bois nécessitait une transformation, donc et puis la logistique et le travail qu'il y avait dans le bois était beaucoup plus complexe. Alors qu'en ce qui concerne l'or, c'est un peu comme ce qu'on pourrait qualifier de buy and salam. Oui. C'est-à-dire que j'achète. Je revends. J'achète avec la sécurité qui va avec. Je prends mon avion, je m'en vais, je revends, je fais ma plus-value. C'était aussi simple que ça. Oui. Contrairement au bois. Alors, le bois, j'aurais pu repartir dans le bois parce que je sais ce qui n'a pas fonctionné, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme je sais aussi que ce sont des sorciers, j'ai préféré éviter. Mais l'or, effectivement, pour répondre à votre question, c'est parce que c'est beaucoup plus simple. Et oui, bien sûr, je sais que le pays est tordu. Mais bon, c'est pas la pire des choses à faire, quoi. Voilà. Alors, et justement, vos partenaires, est-ce qu'ils s'y connaissent dans le milieu de l'or? Ou alors, eux aussi, ils sont novices dans le commerce de l'or?
Ah non, pas du tout. Et puis ça aussi, c'était une des plus grandes motivations. C'est-à-dire que j'ai 2 personnes qui ont travaillé même en Afrique, c'est-à-dire au Ghana. Ils ont travaillé au Ghana, ils ont travaillé même en RDC. Et le père avait quelque chose comme 5 ans d'expérience dans l'or. Il a même fait beaucoup d'argent avec aussi à l'époque. Le fils même avait fait des études, des gémologues, ainsi de suite. Donc, la constitution de l'entreprise, en fait, c'est que eux sont les techniciens de la structure. Comprenez un peu? Ils sont les techniciens de la structure. Moi, j'y connais rien de toute façon. Moi, je sais administrer une boîte. C'est-à-dire que dans la répartition des rôles, eux, ils jouaient un rôle technique et vous étiez plutôt du côté managérial. Voilà, administratif. Voilà, c'est ça. Donc, je suis le directeur général. Et administrativement, financièrement, je suis le seul responsable. Et eux, ils n'occupent que la partie technique. Alors, vous avez donc votre agrément qui vous donne droit donc à acheter de l'or artisanal, le revendre au Cameroun ou à l'extérieur, c'est bien cela? Tout à fait. Oui. Alors, parlez-nous de votre première transaction, parce qu'une chose est d'avoir son agrément, mais après, il va falloir trouver de l'or pour l'acheter. Et là, ce n'est pas une mince affaire, hein? Alors oui, effectivement, ça a été très laborieux. Déjà de pouvoir trouver. On a fait face à 1 million comment on dit, d'embûches. C'est-à-dire que même des gens nous ont donné des rendez-vous qui n'ont pas honoré, juste n'eût été peut-être de dispositifs de sécurité que j'avais dû mettre autour de nous pour nous accompagner dans nos divers rendez-vous. Peut-être même que nous aurons eu une agression physique, puisque la politique courante au niveau de l'achat d'or au Cameroun, c'est fait en espèces. C'est-à-dire que les virements bancaires et tout, on ne connaît pas? Non, du tout. C'est-à-dire que c'est quand vous trouvez, vous devez payer, sinon... Et puis on vous fait toujours, on vous peint un peu le spectre du chinois qui se balade avec des valises d'argent et qui rafle tout ce qu'il y a comme cargaison d'or. Toujours est-il dit que tous les vendeurs que vous rencontrez veulent vous vendre en espèces. Problème, des vendeurs, vous en avez beaucoup, qui vont vous donner des leçons sur l'or, mais le produit, vous n'en avez pas. Et pour finir, la première transaction que je finis par réaliser, c'est avec un dénommé Ali Bachir, qui était ancien député à l'époque. Ali Bachir, tout à fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, qui m'est présenté par Evra Meba, qui est un ami d'enfance, et qui est la première personne, effectivement, qui me dit, écoute, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un, je ne savais pas que c'était toi, moi j'ai la personne qui peut devenir ton fournisseur. J'avoue qu'au moment où il arrive, même j'étais déjà épuisé, même physiquement et moralement, parce que j'avais... À force de chercher... j'avais déjà rencontré au moins 100 personnes, ce que je pensais qui était simple, parce que, si vous voulez, je pensais qu'avoir l'argent facilitait les choses. Non, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et donc voilà, alors je rencontre donc Ali Bachir, et moi, initialement, mon objectif, c'est d'acheter une petite quantité. Pour apprendre le métier, m'imprégner vraiment. Parce que c'est votre première opération. C'est ma première opération. Alors, mes associés, eux, étaient habitués, puisqu'ils avaient travaillé en Afrique plusieurs fois et tout, ils connaissaient un petit peu comment ça fonctionne, bien qu'on peut avoir 2-3 petits détails qui vont varier en fonction des pays, notamment certainement ce qui a trait à les taxes, les douanes, ainsi de suite. Sauf que ils sont pas directeur général. Le directeur général, c'est moi. Les responsabilités de l'entreprise m'engagent moi. Alors, naturellement, je vais dans un premier temps me renseigner énormément. Chez diverses personnes, passer des coups de fil, toutes les connaissances que je peux avoir, que j'avais laissées. Et je suis orienté par un grand frère à moi, Patrick Fomété, que je salue bien, qui me fait part du fait que sa cousine à lui, Nathalie Djoumessi, faisait dans le minerai. Et pouvait donc me donner des conseils. Et c'est comme ça que cette dernière envoie le numéro à lui-même déjà, qui me l'envoie pour me dire, allez rencontrer ce monsieur, il est au Capam, c'est un chef service, il vous donnera les meilleurs conseils. Alors le monsieur en question s'appelle le monsieur Falong Gondi Alfred. Donc arrivé au Cameroun, je prends rendez-vous donc avec lui, et j'attends que mes partenaires arrivent, puisque je suis arrivé vendredi, ils sont arrivés le week-end qui suit, dans le week-end en fait, le samedi ou dimanche, je ne sais plus trop. On se rend donc lundi tous au Capam. Et on rencontre donc le monsieur en question, qui est un jeune gars. Moi, je pose les questions dont j'ai besoin. Parce que eux, quand ils parlent ensemble, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Mais moi, je pose les questions dont j'ai besoin. Et puis, il m'explique d'abord ce que c'est que mon agrément. C'est par là qu'on commence. Et ensuite, il m'explique les diverses étapes à traverser pour exporter de l'or. Déjà au niveau de l'achat. Comment est-ce que ça se passe, ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on fait les tests. Donc je lui dis donc éventuellement, est-ce que si moi j'ai de l'or, on peut venir les tester chez vous? Il me dit qu'il n'y a pas de problème, c'est pas son département, mais
il va aviser sa hiérarchie, on va loin, ainsi de suite, il y a des frais, ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous repartons. Et quand on rencontre donc Ali Bachir, il se propose de nous aller faire voir sa cargaison au niveau de Garoua Boulaye. Oui. Il nous dit donc demain on va y aller. Je dis que bon, il n'y a pas de problème, on prépare le dispositif. Alors, j'avais fait une demande au niveau de l'antenne C1000 Centre de Yaoundé. Chez à l'époque, le chef antenne C1000 Centre est le Lamido de Garoua actuel, Ibrahim El Rejdini, que je connais personnellement. Donc, j'ai fait une demande qui a été soumise au niveau de la division et on nous a donc alloué des éléments. Oui. Donc vous aviez une bonne sécurité, une escorte pour vous accompagner. Vous en avez une escorte militaire. Oui, une escorte militaire, oui. Donc nous sommes allés à Garoua Boulaye avec 2 véhicules. Alors, au moment, quand on arrive à Garoua Boulaye, on arrive à la station, on nous demande de laisser notre garde et de partir. Moi j'ai 300 millions sur moi. Je lui ai dit que 300 millions de francs CFA. Oui, j'ai 300 millions de francs CFA. Liquide, dans les poches. Parce que je pense que je vais acheter 20 kilos d'or. Oui. En réalité. Oui. Donc j'ai 300 millions sur moi puisque je suis les divers conseils qui m'ont été donnés de comment se passe le business de l'or. Quand tu le vois, tu le prends tout de suite. Oui. Donc, je dis que non, c'est impossible que je laisse mon escorte parce que, voilà, j'ai besoin pour notre sécurité. Je sais même pas où je suis. Donc, ils finissent par accepter. Le convoi repart. Alors, je pense, je sais pas si on était à Kaboul ou je sais pas où, mais parce qu'on je pense qu'on passait même dans les salons des gens pour traverser, pour se rendre où on allait. Et quand on arrive justement au lieu dit, alors ils demandent encore qu'on laisse les escortes dehors. Alors moi, j'avais un garde du corps, à la base. Et le garde du corps avait pour instruction de me désobéir s'il estime, lui, que ma sécurité est menacée. C'est-à-dire que si vous lui donnez un ordre qui est de nature à menacer votre propre sécurité, il a l'obligation de vous désobéir. Exactement. Donc, bon, je vois qu'on est au niveau de du domicile en question, et je me dis, bon, attendez-nous dehors. Il s'oppose fermement. Il s'oppose fermement et catégoriquement. Et alors, le compromis est trouvé parce qu'il dit qu'il doit avoir un œil sur moi, qu'il doit me voir. Donc, on lui demande donc de rester au niveau de la porte du domicile parce que c'est bon, la maison, c'était des petites maisons, des cases bizarres, hein, mais je comprends même pas. Donc, et c'est dans cette maison qu'il y avait l'or. C'est dans cette maison qu'il y avait l'or. Et maintenant, les autres militaires, eux, sont restés dans la cour. Puisque la raison qui était évoquée par Ali Bachir et puis les gens avec qui il était, c'est que pour des raisons de sécurité, les autres ne doivent pas voir ce que nous sommes en train de faire ou pour eux. Je peux comprendre. D'accord, oui. Et donc, lui, il se pose, il reste devant la porte. Donc, il continue d'avoir un œil sur moi. Et maintenant, on nous tire un rideau où il y a une autre petite pièce derrière, parce qu'on était au niveau du salon, où il y a une petite pièce derrière. Et quand il voit que je veux entrer, il essaie d'avancer quand même, parce qu'il lui veut impérativement avoir l'œil sur moi, puisque la pièce qui est de l'autre côté, elle est sombre. Et maintenant, dans cette pièce, il y avait 2 caisses. Et on ouvre donc les caisses sont bourrées de lingots d'or, les 2 caisses. Donc, on me demande je pense qu'il se foutait un peu de moi, là, il me dit de porter la caisse pour l'amener au salon pour qu'on la regarde mieux. Mais ça a failli m'arracher le dos. Parce que l'or pèse énormément. Ça aussi, c'est lourd. Tu pouvais même pas la bouger. Je dis, même s'il fallait la pousser au sol, tu pouvais pas. Donc, mais j'ai quand même essayé parce que bon, je ne savais pas de quoi. Et puis j'ai appris. Et là, il me dit, choisissez les lingots que vous voulez. Bon, moi j'appelle les techniciens, parce que moi je vois des trucs, mais bon, pour moi c'est l'or. Ils ont un œil avisé pour savoir qu'est-ce qui est... Voilà, donc maintenant on commence donc à trier, il dit choisissez 3 lingots. On commence à trier, bon ils ont trié, ils ont pris un, dont on ne prend pas ce qui est devant nous tout de suite, on enlève, moi j'ai enlevé, je suis allé prendre un lingot qui était vers le fond de la caisse là. Et on sort avec les lingots. On va maintenant au salon, on regarde, et puis moi je leur demande, qu'est-ce que vous en pensez? Il prend le lingot, il le regarde. Il me dit, ici, là, on doit avoir sensiblement 1 kilo. Et quand il le soupèse comme ça, il dit, on doit avoir sensiblement 1 kilo. Et je pense 23 carats. Je lui dis, ah oui, tu es sûr? Il me dit, oui, j'ai demandé qu'on me donne un papier, un stylo. Donc, je me suis mis à noter tous les paramètres qu'ils ont donnés. Et j'ai mis le papier dans ma poche. Et Ali Bachir, maintenant, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il reprend tous les lingots à tout le monde. Il me les donne à moi. Il me dit, toi, comme tu es Camerounais, tiens, je te confie ça. Rentre avec, va les expertiser, ainsi de suite, et puis reviens me voir. Je dis, bon, très bien. On rentre donc tous à Yaoundé. Moi, j'appelle immédiatement monsieur Falongondi. Je lui demande s'il peut nous prendre rendez-vous. Le monsieur du Capam. Le monsieur du Capam. Est-ce qu'il peut nous prendre rendez-vous? Voilà, j'ai 3 lingots, j'ai trouvé quand même un fournisseur qui m'a l'air sérieux et tout. Il me dit, il n'y a pas de problème, ils nous prendront rendez-vous, nous arrivons. Le lendemain, on se présente au Capam, on va au laboratoire. Alors, au laboratoire, ils ont sorti une machine qu'on appelle le spectromètre et puis plein d'autres trucs là. Bon,
Entre techniciens, ils parlaient, ils se comprenaient. Oui. Moi, je comprenais pas grand-chose. C'est-à-dire vos associés Oui. et les techniciens du CAPAM. Mes associés, les techniciens du CAPAM. Oui. Qui sont les techniciens de la structure en même temps, parce que c'est important de le préciser. Donc, ils étaient dans leur Domaine, fonction. oui. Voilà. Donc, ils comprennent. Moi, tout ce que j'attends, c'est le résultat final, parce que le Chaba qui raconte là, Oui. voilà. Alors, ils savaient aussi comment utiliser la machine, qu'ils connaissaient très bien, donc ils se sont amusés. Hein. C'était un peu logique pour eux. Et puis, on notait. Et effectivement, on avait les poids. On était dans 1 kg 100, 1 kg et poussière ou 1 kg. Par lingot. Par lingot. Dans les 3 lingots, vous étiez autour d'un peu plus de 3 kg. Un peu plus, oui, légèrement un peu plus de 3 kg. Bon, Oui. c'était 1 kg et des broutilles, donc on pouvait dire 3 kg d'or. Oui. En arrondi. Et on était à 22, 98, 23, 22, donc Oui. on était pratiquement dans du 23 carats. Oui. Ça veut dire que, à vue d'œil, il était capable de distinguer Oui. la teneur que pouvait avoir, Oui. bien que Donc, verdict, pour avancer, le verdict, c'est que l'or, il est bon. l'or, il est bon. Oui, il est de bonne qualité. Il est de bonne qualité. Oui. Alors, Oui. ensuite, maintenant. Et Oui. maintenant, mieux que ça, Oui. ce qu'il avait estimé avant qu'on ne passe au test approfondi, Oui. c'est avéré réel. Oui. Donc, au coup d'œil, déjà, Oui. il avait la capacité de pouvoir faire une estimation. Oui. Et suite à ça, je retourne donc voir Ali Bachir. Je suis content. Je sais que j'ai un fournisseur. Je m'en vais acheter mes 20 kilos d'or. Oui. Alors, j'appelle le jet. J'appelle, je paye les frais et tout et tout. Donc, vous avez appelé un jet privé Oui. qui devait venir au Cameroun. Au Cameroun, chercher. Oui. voilà. D'accord. Donc, j'appelle le jet. Quand j'appelle le jet, je m'en vais donc aller voir Ali Bachir. Bon, le temps qu'il arrive, je sais que demain, je m'en vais. Tout à fait. Et Ali Bachir, il change totalement. Je le reconnais plus. Il me dit non, mais vraiment, moi je t'ai dit que faire 20, 25 kilos, ça m'intéresse pas. Je fais déjà ça tout seul avec les vols commerciaux. Moi, j'ai besoin de faire des grandes quantités. Mais sauf que ça prend des avions privés. Oui. D'accord? Ça prend des avions privés pour éviter de passer par Ethiopian où ma cargaison peut être saisie. Je suis dans l'incompréhension totale. Mais je vois qu'il est agacé. Oui. Bon, alors quand je vois tout ce par quoi on est passé, je me dis, bon, il faut pas l'agacer plus parce que si je le perds comme fournisseur, c'est Ouais, pas... c'est mort. Oui, c'est pas bon. Et alors, je suis là avec mes techniciens, on est tout ça. Je lui ai dit, non, mais c'est ce qu'on s'était dit. Il me dit, non, vraiment, si tu veux me faire perdre mon temps, je lui dis, non, mais on est en train de discuter, calme-toi, on va trouver... Oui. Je lui ai dit, écoute, tu veux faire de plus grosses quantités, il n'y a pas de problème, j'ai un jet. Oui. Ok? Je suis disposé à même embarquer ta marchandise. Oui. Il me dit, non, moi, je peux pas te vendre si ce n'est pas à partir de 100 kilos, même 100 kilos, ça ne représente rien. Bon, c'est sûr Alors, que c'est-à-dire que vos 20 kilos que vous vouliez Oui. étaient des broutilles pour lui. Il voulait quelqu'un qui peut acheter à partir de 100 de 100 kg kilos. d'or. Voilà. Et lui-même, en plus, mettre ça, son truc. Oui. Et donc, profiter un peu de votre jet privé pour... Voilà. Je lui ai dit, faire écoute, partir moi, la je peux me mettre marchandise. le jet privé à ta disposition, j'ai pas de problème. Je veux juste qu'on trouve la façon de travailler, mais j'ai besoin de faire une petite quantité d'abord. Donc, alors, on est dans une position où il me fait même comprendre que même les 100 kilos que je veux, même s'il me vend les 100 kilos au prix auquel je veux acheter, ce n'est même pas intéressant pour lui. Il faut que je lui achète en dollars US. Oui. Alors, en passant, le kilogramme d'or, il coûte combien? À cette l'époque, oui. je lui achetais le kilogramme d'or à 40 000 $. 40 000 $. 1 kilo. 1 kilogramme Oui, d'or. 1 kilo. Donc, Ah oui. quand on parle de 100 C'est-à-dire au kilos, bout de 20 millions, le kilogramme d'or. voilà. Donc là, on était à 4 millions de dollars Oui. pour les 100 kilos. Voyez un petit peu. Bon, alors, à partir de là, je lui ai dit, écoute, moi, quand je fais venir l'argent du Canada pour ici, il arrive au Cameroun en CFA. S'il faut que je sorte de l'argent pour aller au marché noir, te chercher des dollars pour venir te donner parce que toi, tu fais des échanges de devises, le bénéfice que je cherche à gagner, je suis en train de le perdre. Il me dit, oui, bon, tu peux me payer à Dubaï. Je lui dis, moi, j'ai pas de compte à Dubaï. Bon, le Luc Zaville me dit, j'ai un compte à Dubaï, Oui. Votre partenaire? mon partenaire, Oui. on peut tirer là-bas. Je dis, il n'y a pas de problème, on peut faire. Mais vends-moi au moins les 20 kilos, et puis on fait la deuxième transaction. Pour les 100 kilos. Oui, pour les 100 kilos. Oui. Il est complètement opposé à cette idée. Bon, on se sépare d'abord. Oui. Mais moi, je suis un peu mal pris. Je reviens le voir. Je lui dis, écoute, j'ai engagé des frais conséquents. Le voyage à Karaboula, et depuis que je suis là, j'ai mis un jet en route. C'est lourd. Et puis, j'ai des comptes à rendre quand même quelque part. Parce que, pour précision, l'entreprise CX Trading avait passé un accord avec une institution financière ici là qui s'appelle la Clé Financière. Oui. À l'époque. Je lui dis, j'ai des comptes à rendre quand même. Et puis, j'insiste. Je lui dis, bon, ok, c'est pas grave, vends-moi au moins ce que tu m'as donné. C'est-à-dire Ok. les 3 lingots. Ouais, les 3 lingots. Vends-les-moi au moins. Comme ça, au moins, je vais pouvoir faire le processus. Et que, je veux dire que mon jet ne reparte pas vite parce qu'il est déjà payé. Oui. Anyways, tu le payes avant qu'il bouge. Il consent donc finalement. Je prends donc ça.
Et je rappelle monsieur Falongondi pour lui dire, bon, maintenant que j'ai l'or en main, la prochaine étape c'est quoi? Il me dit, j'arrive à son bureau. Il me dit, non, à notre niveau, il n'y a plus rien à faire. Oui. Maintenant, il faut joindre une structure qu'on appelle le KMI. Alors, c'est l'anagramme, je sais plus trop, mais le KMI, c'est toujours une structure d'État. Oui. C'est celle qui certifie et poinçonne pour donner la traçabilité de l'or que vous avez. Oui. Donc, je lui ai dit, bon, comme ce sont vos collègues, si vous pouvez appeler pour nous prendre rendez-vous immédiatement, parce que je cours aussi après le temps, ça c'est ce qu'il faut dire. Il appelle et tout, bon, ils se connaissent et tout, c'est une dame qui est au téléphone, bon, il n'y a pas de problème, venez, ainsi de suite. Bon, vous savez, quand vous avez l'argent, ça va aussi vite. Donc on arrive au KMI, ils refont les tests encore une fois de plus, ils remplissent la paperasse administrative, Oui. ils poinçonnent dans le lingot, ainsi de suite, et puis ils nous remettent toutes les certifications. Et puis la prochaine étape, c'est la douane à l'aéroport. Vous payez les frais de douane et tout. Vous prenez vous votre partez jet. avec votre or. Vous partez avec votre or. Donc c'est ce qui a été fait. Et puis nous sommes arrivés à Dubaï. Alors moi, le plus important pour moi, c'était de faire les diverses étapes. Oui, c'est-à-dire de suivre le processus Voilà. de l'or, de la brousse à Garoua-Boulaye Voilà. jusqu'au client qui va prendre Jusqu'au finalement client, votre or, voilà, oui. c'est ça. Et donc Parce que, l'objectif voilà. pour vous, c'est de voir tout ce processus. Après ça, vous Oui. pouvez administrer sans être présent. Oui. Ok, parce que je veux dire qu'en tant que directeur général, je sais pas ce que je vais aller faire dans les labos, ainsi de suite. Les techniciens sont là, c'est leur travail. Mais moi, je sais que voici ce que tel truc me coûte à chaque coup. Voilà. Donc, j'ai fait, je pense, 48 heures. J'ai fait 48 heures sur Dubaï. Oui. Puis j'ai pris un vol retour. Je suis revenu. Et donc vous avez pu vendre les Oui. 3 lingots à Dubaï Oui, sans oui, problème. sans problème. Alors financièrement, est-ce que vous avez pu tirer un bénéfice entre le jet que vous avez loué, Non. ce que vous avez payé pour obtenir les 3 lingots, toute la machination qu'il y a eu pour acquérir ces 3 lingots, à la revente, est-ce que vous avez gagné de l'argent sur cette première opération? Non. Oui. Non, c'est trop léger. Oui. Mais bon, on va dire que les pertes étaient minimes. Oui. Ok? Mais c'est trop léger. Oui. Voilà. Si je fais 100 kilos, déjà en faisant 20 kilos, oui, je peux couvrir les frais et faire quand même un bénéfice conséquent. Avec 20 kilos. Oui. Mais 3 lingots, ça représentait rien. C'était trop léger, mais c'est pas un problème. C'était pas un problème. Je veux dire que on est en train de travailler. Si par la suite ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Hein. C'est-à-dire que c'est du passé, on n'en parle plus. Et donc, revenu sur le Cameroun, je recontacte Ali Bachir. Je lui dis, bon, laisse-moi 72 heures pour te provisionner 4 millions à Dubaï. 4 millions de dollars, pour obtenir Yes. les 100 kg d'or. Tout à fait. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. J'ordonne donc que le virement soit fait sur Dubaï. Et bon, c'est fait. On attend maintenant que ça claire. Et puis, alors, 3 jours plus tard, je vois Ali Bachir, je l'appelle. Je lui dis, écoute, moi je suis prêt. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on va mettre les choses en place pour pouvoir transiger? Oui. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je l'appelle en matinée. Hein. Oui, oui. On doit être dans les alentours de peut-être 10 heures. Il me dit, il n'y a pas de problème. Passe me voir à mon bureau à 17 heures. Donc, Ali Bachir vous donne rendez-vous à 17h. Vous allez donc à son rendez-vous? Mais non. Oui. Parce que dans les alentours de 12 heures, je suis informé qu'il est en direction de Dubaï. Je l'appelle, il ne décroche pas. Alors, vous aviez rendez-vous avec lui à 17h pour Oui. la transaction sur l'or. Oui, oui. Et à 13 heures, dans les alentours de 12-13 heures, on vous appelle pour vous dire qu'il est en train d'aller à Dubaï. qu'il est en train d'aller à Dubaï. Oui. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui fais un message que, mais, tu m'as donné rendez-vous à 17 heures, mais là, j'apprends que tu es en train d'embarquer pour Dubaï. Il me renvoie un émoticône qui est en train de rire et me dit que vraiment, toi, ce monsieur, tu es très informé. Je lui demande que, mais est-ce que c'est sérieux? Il me dit non, je m'en vais pour une urgence. Je suis de retour dans 48 heures. Je dis bon, il n'y a pas de problème. Alors, les 48 heures plus tard, n'ayant pas atteint leur timing, que mes partenaires m'appellent pour me dire qu'Ali Bachir a tenté de les contacter pour essayer de dealer avec eux et tout et tout. Bon, ça s'est même très mal passé d'ailleurs. Et que vraiment, il n'est pas sérieux et ils ne veulent pas plus en entendre parler parce que... Alors, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'il a essayé de vous mettre de côté pour travailler directement avec vos 2 partenaires. Tout à fait, parce Pourquoi alors que c'est vous le patron? Je pense que du fait qu'il ait vu des Caucasiens, Oui. il a estimé que... C'est des Blancs. Oui, parce qu'il a vu des Blancs, Oui. il a estimé que c'était eux certainement les décideurs ou c'est eux qui avaient l'argent. Malgré le fait qu'il avait été bien mentionné que je suis le... Mais bon, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire que quand on voit un blanc, parce que... Donc, il a pensé à un moment donné qu'eux pouvaient prendre une décision sans moi. Bon, il s'est finalement heurté à une impasse, puisque de toutes les façons, aucun franc ne pourrait être décaissé sans mon accord. Oui. Voilà. Donc, alors, les choses se gâtent.
Et puis je viens de perdre le fournisseur sérieux que j'avais, bon gré mal gré ou par je ne sais trop quelle alchimie. Mais il n'en demeure pas moins que dorénavant, moi j'ai une pression énorme parce que... C'est-à-dire que la piste de Ali Bachir, Oui. qui est un homme d'affaires bien connu au Cameroun, hein, Tout à fait. je ne le lui reproche pas, voilà. Donc vous ne pouvez plus faire affaire avec lui parce que c'est mort. Oui. Vos deux partenaires ne veulent plus en entendre parler. Oui. Et voilà, donc il faut maintenant trouver quelqu'un qui peut vous fournir de l'or et dans les quantités que vous souhaitez. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il ne voulait plus en entendre parler, lui-même avait une attitude qui laissait à penser qu'il ne traiterait plus avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi ce changement, ce revirement? C'était vraiment très curieux parce que ça ne s'expliquait pas. Oui. Parce que moi, j'ai essayé de lui dire que on peut quand même et tout. Bon, il m'a sorti des excuses qui n'avaient pas de sens. J'ai dit que mais c'est moi le directeur général, c'est moi que tu dois dealer. Je sais pas ce que tu fabriques. Il me dit non, vraiment, je préfère. Tes gens là vont te créer des problèmes. Je dis des trucs qui n'avaient aucun rapport. Oui. Donc, je comprends que je peux plus dealer avec lui parce que lui-même déjà est réfractaire. Sauf que dorénavant, je viens de faire décaisser au total plus de 5 millions de dollars. Parce que j'avais fait précédemment décaisser 1 million. Oui. Et là, étant sûr d'avoir un coup, Oui. j'ai encore fait décaisser 4 millions de dollars supplémentaires. Donc vous aviez en tout 5 millions de dollars à votre disposition. Voilà. Parce que vous pensiez pouvoir acheter au moins 100 Enfin, kg ce qu'il en d'or. reste, Oui. puisque j'avais entamé des dépenses quand Oui, même. oui. Et vous espériez acheter au moins 100 kg d'or chez ce premier fournisseur. Voilà. Alors, maintenant, il vous faut absolument trouver de l'or. Il me faut impérativement. Oui. Parce que, au risque de se compromettre totalement. Oui. Je veux dire qu'à un moment donné, vous avez quand même ce qu'on appelle un conseil d'administration à qui vous devez rendre compte à la fin de la journée, même s'ils n'ont pas besoin de cet argent immédiatement parce que on était encore en train de démarrer le projet. L'activité, oui. Voilà. Et alors là, je recontacte les amis que j'ai, je mets une pression terrible que trouvez-moi un fournisseur de manière impérative. Donc maintenant, je recommence encore à faire le casting. Oui, la recherche. Oui, puisqu'on me présente, vous avez des coups de fil en n'en pas finir. Donc, je zappais très rapidement. Dès que tu veux discuter longtemps, allez, je coupe la conversation. C'était clair. Tu as alors, j'achète. Tout ce que tu as à dire, entre guillemets, là, ça m'intéresse pas. Et à ce moment, il m'est présenté un monsieur Hissène Général. Hissène Général. Oui, c'est comme ça qu'on me présente Hissène Général. Oui. Bon. Je dis très bien, Hissène Général, est-ce que tu as l'or? Oui, j'ai l'or. Mais mon frère, vous devez savoir que l'or, je dis non, non. Les cours, j'en ai pas besoin. Oui, oui. Évitez-moi votre laïus voilà. sur l'or et S'il tout vous ça. plaît. Si vous avez la marchandise. Vous avez la marchandise, j'achète. Oui. Oui, j'ai. Est-ce que je peux l'avoir? Oui, c'est où? À Douala. Est-ce que si je démarre pour Douala immédiatement, je vais voir alors? Oui, venez même tout de suite. Je prends, j'ai un associé au pays au nom de Tchenche Kassi Cédric, Oui. qui est un frère à moi aussi. Je l'appelle, je lui dis, bon, ton contact, apparemment, allez, sérieux. Apparemment, parce que s'il me dit, viens, tu vas voir, viens donc, on s'en va. Oui. Donc, je le prends, lui, bon, le chauffeur, garde du corps et tout. Moi-même, je prends le volant. Je chauffe jusqu'à Douala. On arrive à Douala. On s'en va dans une structure, mais vraiment une structure bien établie, hein, avec une sécurité, belle présentation, et ainsi de suite. Et Hissène... Donc ça n'a plus rien à voir avec les bicoques non, 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 c'est Kamouliens, non, non. Gawabolai. Non, du tout. Là, on est vraiment dans quelque chose de connu. On entre dans une entreprise, et on voit qu'elle a de la gueule ou pas. Oui. Et alors, il me dit que c'est leur bureau au Cameroun, son partenaire et lui. Et c'est là qu'on me fait rencontrer un monsieur qui est dans un salon cuir, table boisée et tout, vraiment le décor parfait. Drapeau du Cameroun d'un côté, des États-Unis de l'autre côté. Et bon, pourquoi les États-Unis, je sais pas trop, mais je me suis dit qu'il devait certainement avoir, peut-être qu'il avait une double nationalité ou whatever, on ne sait pas. Oui. Et c'est là que je rencontre un monsieur qu'on me présente comme monsieur Nana Kamdoum, qui est le directeur général de la structure et partenaire avec Hissène Général. Alors pour la petite histoire, comme moi je ne savais pas, le monsieur se présente à moi en tant que Hissène Général parce que Hissène Général, le vrai, parce que lui, c'était le vrai, est un rebelle centrafricain qui a beaucoup d'or et de diamants avec quoi est-ce qu'il finance sa rébellion. Donc c'était pour apporter une certaine crédibilité. Oui. Sauf que moi, ça fait 20 ans que je ne vis pas au Cameroun. Ok, ça fait plus de 20 ans que je vis pas au Cameroun. Je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun et dans ses alentours en termes de rébellions, de machin. Donc j'avais aucune idée. Je m'en foutais comme de l'an 40. Appelle-toi Saddam Hussein même. Tu as de l'or, j'achète. Et ils me disent, on est allé chercher l'or, il faut le sortir des coffres. Et ça prend du temps parce qu'il faut mettre une procédure, un protocole de sécurité. Oui. J'ai attendu pendant plus de 2 heures. À un moment donné, j'ai même failli rentrer. Il m'a dit non, mon frère, calme-toi, ça arrive, c'est la sécurité. Bon, quand ils sont arrivés avec la cargaison, on avait une caisse et puis 2 petits coffrets avec environ 8 policiers.
Bon, ça m'a paru plutôt crédible. Oui, ça c'est leur dispositif à C'est eux, leur dispositif avec à des eux, policiers. avec des policiers. Oui. Et vous avez votre dispositif à vous, Oui. votre garde du corps Moi et les la militaires. CEMIL. Oui, les militaires de la CEMIL. Oui. Donc, moi, ça me paraît normal parce que l'or, c'est de l'argent Oui. à la fin de la journée. Et puis, quand on transporte l'or, c'est comme si on transportait de l'argent. Oui. Donc, ils mettent autant de sécurité. C'est normal. Et qu'au final, ça ait pris autant de temps, je pouvais comprendre. Donc, maintenant, j'appelle les techniciens qui sont restés à Dubaï. Je leur dis, écoutez, revenez parce qu'on a un fournisseur, il faut venir travailler. Il faut rapatrier les fonds en même temps. Donc, ainsi dit et puis ainsi fait. Donc, maintenant, je m'en vais les chercher à l'aéroport. Bon, le hasard du calendrier a voulu que le jour où il rentre, Ali Bachir rentre aussi. Donc, Ali Bachir, c'est à peine s'il me parlait, il chuchotait et tout. Et puis, il me dit, bon, j'ai entendu que vous avez déjà d'autres fournisseurs. Bon, c'est bien pour toi, mais moi, je te dis, ces gars, ils vont te créer des problèmes. Bon, il a dit ce qu'il avait dit. Moi, j'ai plutôt vu beaucoup de mauvaise foi. Oui. Je ne suis même pas rentré dans des histoires de ses comportements, attitudes. Vraiment, c'était pas intéressant pour moi. Et donc, nous repartons pour aller rencontrer les gars sur Douala et transiger. Bon, naturellement, ils avaient exigé, comme tous les autres, d'être payés Cash. Mais en CFA. Oui. Là, au moins, eux, ils acceptaient le CFA. Ils acceptaient les CFA. Oui. Mais quand même, 100 kg d'or, c'est autour de 4 millions de dollars. Oui, on était à 2 milliards 130 millions par là. 2 milliards 130 millions Ouais. à payer cash. À payer cash. Oui, expliquez-nous. Donc, alors, je rappelle une fois de plus le monsieur du Capam. Oui. Je lui dis, monsieur Fallo, excusez-moi de vous déranger une fois de plus, vraiment, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez joindre vos collègues du Capam à Douala pour que je puisse amener la cargaison là-bas pour faire les tests, ainsi de suite. Il me dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. À Douala, le Capam de Douala s'occupe exclusivement du sable. Ils ne font pas, on ne fait pas l'or. Oui. L'or, c'est uniquement à Yaoundé. Oui. Bon, maintenant, je comprends que les gars ne veulent pas amener leur cargaison à Yaoundé pour les risques que cela peut comporter. Ils ne sont pas d'accord avec, je n'insiste pas. Je lui dis, bon, comment est-ce qu'on travaille donc et généralement, il dit que non, c'est avec des fonderies. Je dis, bon, ok, je vais d'abord me rapprocher de mes techniciens. J'explique la situation aux techniciens, je demande dans quelles conditions est-ce que vous voulez travailler. Eux-mêmes, ils me disent, trouve-nous une fonderie, parce que comme on prend beaucoup, on va fondre l'or complètement. L'objectif, c'est de vérifier que c'est effectivement de l'or pur. Voilà. Oui. Et même, Oui. au-delà de ça, il m'explique que les techniques que les gens ont souvent, c'est qu'ils vont te vendre 1 kilo d'or, mais dans les 1 kilo d'or, tu as peut-être 70% d'or, et 30%, c'est un alliage qu'ils ont mélangé, qui s'adapte bien avec l'or, un peu comme quand on fait les bijoux. Donc, on mélange le fer. Voilà, on verse un mélange peu avec d'or, l'alliage qui va, on met verse un peu on met d'or l'or, dessus, donc et puis, on te vend, tu penses que tu as acheté 1 kilo d'or, mais en fait, tu as acheté 700 grammes. Oui. Et 30 grammes, c'est autre chose. Oui. C'est ce qu'il m'explique. Donc, c'est juste pour dire à quel point ils sont aguerris quand même à la tâche. Oui. Il me dit, on le fond complètement. Comme ça, là, tout ce qui est impur, qui n'est pas de l'or, ça va se séparer. Oui. Et on reste avec le véritable lingot d'or. Donc, on sera sûr que pur. quand on a acheté 1 kilo, c'est 1 kilo qu'on a. Oui. Donc, vous trouvez une fonderie. Est-ce Voilà. que vous réussissez à trouver une fonderie à Douala? On trouve une fonderie à Douala. Très bien. Et donc, l'or est transporté. Les 100 kg d'or Oui. sont transportés jusqu'à la fonderie. Avec eux, leur dispositif. Oui. Nous, on arrive, nous, sur Douala, avec notre dispositif sécuritaire. Oui. Voilà. Donc, maintenant, moi, je ne prends pas le risque d'avoir et l'or et l'argent au même endroit. Je m'entends avec mon banquier. OK? Je m'entends avec mon banquier parce que je veux éviter le fait que, dans les discussions, pensant vouloir m'aider, il me trouve une solution pour qu'on décaisse de l'argent sur Douala. Donc, je dis à mon banquier que il faut opposer catégoriquement au fait que, compte tenu de la quantité d'argent à sortir, que ce ne soit que Yaoundé dans ma succursale d'origine. Oui. Oui, que Douala s'y opposera et ça ne passera pas. Pour que mon fournisseur, parce que je dois aussi éviter de le froisser. Oui. Donc stratégiquement, je m'entends pour qu'on soit payé, que les gars soient payés sur Yaoundé. Oui. Et pas à Douala. Et pas à Douala. Oui. Parce que je ne veux pas avoir l'or et l'argent au même endroit. Oui. Alors, je dis à mes fournisseurs que ce qu'on va faire va être très simple. Pendant qu'ils vont faire le test, donc il va prendre un certain temps, Oui. nous on va rouler sur Yaoundé, Oui. et puis on va aller à la banque où vous allez être payé, et j'explique le pourquoi du comment. Ce qu'ils trouvent aussi quelque part Compréhensible, logique, oui. compréhensible. Mais je ne le dis pas encore à ce moment-là que je ne vais pas vous payer totalement en cash. Parce que je ne peux pas me permettre d'avoir une fin de non, une complication quelconque. oui, Voilà. oui. Donc ils savent qu'ils viennent prendre du cash en totalité. Donc on les laisse, nous on s'en va sur Yaoundé. On arrive à Yaoundé pendant que les autres font le test, on attend. Alors là maintenant je demande au banquier, donc quand les gars sont suffisamment avancés dans les tests, je dis au banquier de commencer à préparer l'argent qui doit venir en espèces. On sort l'argent en espèces et puis on n'invoque une raison.
La raison est la suivante, c'est que les disponibilités en espèces qu'on peut donner pour ce compte sont atteintes. Et même pour apporter un peu de crédibilité à ça, on s'en va prendre l'argent dans mon autre entreprise que j'ai en espèces pour leur donner et faire une compensation derrière. En disant que voilà le maximum qu'on a pu avoir qui était de 1 milliard et poussière. Et le reste, maintenant je leur demande des comptes pour faire des virements. Alors à partir de là, ça va un peu dans tous les sens. On m'apporte 150 comptes, on change. Pour finir, on apporte 2 comptes. Un compte sur lequel il fallait faire 100 millions, un compte sur lequel il fallait faire plus de 600 millions, ainsi de suite. Et le reste en cash. Oui. Donc au total, vous décaissez 2 milliards 130 millions. 2 milliards 130 millions. Oui. Et ils me font une décharge. Oui. Pour les 100 kg d'or qui sont en train d'être expertisés à la fonderie à Douala. Exactement. Oui. Par contre, ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que dès l'instant où ils sont entrés dans la banque, ils étaient prisonniers. Comment ça? Au-delà de moi, parce que j'ai laissé le dispositif sur Douala de la CEMI, je suis rentré à Yaoundé avec mon gars du corps. Mais il y avait un dispositif de environ 10 éléments sur Yaoundé qui étaient en faction, de façon à ce que dès que nous entrons dans la banque, les gars mettent un corridor de sécurité dans la banque, personne ne sort plus de cette banque sans que moi, je n'ai donné l'autorisation. Oui, personne, c'est-à-dire votre partenaire d'affaires, pas les autres clients de la banque. Oui, mais encore que nous sommes en fin de journée. Il n'y a plus que nous dans la banque. N'est-ce pas? Voilà, il n'y a plus que nous dans la banque et les employés. Donc, alors pourquoi vous avez fait encercler la banque pour que votre partenaire d'affaires n'en sorte pas tant que vous n'êtes pas sorti, vous? Parce qu'ils sont importants pour moi tant que ceux que j'ai laissés à Douala n'ont pas encore pris la route pour rentrer sur Yaoundé. Ah, donc vous vouliez que vos partenaires aient l'or en main avant et qu'ils aient pris la route. Et qu'ils aient pris la route. Pour que eux et moi, on se sépare. Vous avez l'argent avec vous, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui bouge de là. Vous n'avez pas confiance, vous n'aviez pas confiance. Non, du tout. Donc vous aviez peur que, d'autant plus que ayant obtenu l'argent, ils pouvaient sortir, passer un coup de fil pour dire allez, vous récupérez également l'or et tout ça. Donc ils prennent l'argent et l'or et vous n'avez rien. Oui, et tout pouvait arriver. Donc là, à ce moment-là, dès qu'on est rentré, le corridor de sécurité s'est mis en place, les outils s'est mis en place immédiatement, et plus personne ne pouvait sortir jusqu'à ce que je dise que tout va bien. Voilà. Donc, et d'autant plus que il y a des virements qui avaient déjà été faits dans le compte. Le virement, vous ne pouvez pas le ramener. Voilà. Donc on avait ça, mais ça, ils ne l'ont jamais su. Donc, alors l'opération s'est terminée, et puis on a chargé l'or dans le véhicule, et les gars se sont mis en route. Bon, alors eux, ils ont voulu partir à un moment donné. Je leur ai dit non, attendez. Que mes gars partent, et puis nous on va se séparer. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Vous avez déjà votre argent, je pense que ça ne saute plus de rien, je vous demande juste un peu de patience. Bon, ils ont consenti, on n'a pas eu de problème là-dessus. Et ensuite, bon, on s'est donc séparés. Mes gars ont pris la route, ils sont rentrés sur Yaoundé en milieu de nuit, peut-être vers minuit, comme ça, quelque chose. Et puis, ils sont entrés au Hilton avec toute la cargaison d'or. Avec les 100 kg d'or. Avec les 100 kg d'or. Donc, vos partenaires reviennent à Yaoundé avec 100 kg d'or, opération réussie. Hein? Totalement. Comment vous vous sentez à ce moment-là quand vous avez vos 100 kg d'or? C'était la célébration. Oui. La célébration. On a même eu du mal à dormir ce soir-là. Oui. Bon, oui. Alors, et donc, pour bien comprendre, parce que c'est quand même fou ce que vous racontez, l'or, vous mettez dans quoi? Dans les valises, dans des sacs? Comment est-ce que vous conservez ça? Alors, quand on a été sur Dubaï, on a acheté des caisses spécialisées qui se verrouillaient par téléphone et qui n'avaient pas besoin de connexion, c'était par connexion GPS directement. Ok. Ça veut dire que ces caisses, vous ne pouvez pas les ouvrir. Si on perd le téléphone là, bon, peut-être que ça va prendre d'autres structures, je sais pas trop quoi, mais voilà, mais c'était des caisses vraiment spécialisées pour le transport d'or. Très sécurisées en tout cas. Très sécurisées, voilà, c'est ça. Très bien. Donc c'est à l'intérieur qu'on a donc mis c'était des caisses noires. Oui. Donc vous avez vos 100 kg d'or, vous êtes logé au Hilton avec vos partenaires et la suite de l'opération maintenant, il va falloir partir à Dubaï avec votre or pour le revendre. Oui, tout à fait. À ce moment, est-ce que vous avez déjà fait venir votre jet ou alors la procédure pour en arriver là et encore longue? Expliquez-nous la suite de l'opération. Alors, une fois que l'opération est terminée, j'appelle le jet effectivement. Quand j'appelle le jet et puis on est en train d'essayer de faire tout le reste de la procédure pour partir. Alors pourquoi, pardonnez-moi de vous couper, pourquoi vous préférez le jet alors que les autres voyagent par Ethiopian Airlines ou alors par des entreprises, des compagnies commerciales? Pourquoi vous préférez le jet qui est un peu plus coûteux? C'est pour votre gloire personnelle, votre ego de jet-setter ou alors c'est quoi l'idée du jet? Non, c'est juste pour des raisons pragmatiques et professionnelles. À savoir que quand vous allez prendre Ethiopian, c'est un vol qui fait escale.
Alors, qui dit escale, dit procédure. Oui. À fournir ainsi de suite, parce que quand on fait une escale, on transvase oui. les valises D'accord. et naturellement ça passe par tous les corridors de sécurité, contrôle, ainsi de suite. Oui. Alors que quand vous avez un jet, le jet c'est vol direct. Vol direct. Voilà, donc c'est pour éviter cette partie-là parce que justement vous allez vous retrouver face à la législation d'un autre pays. Oui. Donc vous ne savez pas comment ça va se passer. Et puis on a des histoires où certains ont même perdu leur cargaison. Parce que bon, vous êtes en Afrique, hein. Oui. Et les gars, s'ils décident de faire ce qu'ils veulent, vous n'y pourrez rien. Oui. Mais en réalité, le jet, c'est juste pour s'assurer que quand j'ai décollé de Yaoundé, c'est pour atterrir j'atterris à Dubaï. Oui. Oui, et puis Dubaï, quand vous atterrissez, vous êtes directement orienté vers les services conséquents oui. qui vous prennent en charge immédiatement. Très bien. Donc vous avez vos 100 kilos d'or. Maintenant, c'est quoi la suite de l'opération? Mais la suite de l'opération maintenant, c'est de partir pour Dubaï. Oui. Voilà. Donc, alors, je vais passer certains détails. Oui. Alors, quand on fait tout ce qui est administratif pour partir à Dubaï, il se trouve que sur la route, alors, parce que pour ce qui est à préciser, c'est que moi, personnellement, l'or en question, je ne l'ai jamais vu avec les yeux. Ce à quoi j'ai assisté, c'est les images que mes techniciens m'ont envoyées pendant le travail qu'ils opéraient, ainsi de suite. Et puis, quand ils sont rentrés avec, bon, ça, je le savais, j'avais pas besoin spécialement d'aller vérifier quoi que ce soit, ainsi de suite. Maintenant, quand il a fallu repartir sur Dubaï, bon, moi j'ai une petite mauvaise nouvelle là où mon père fait un AVC. Oui. Il est transporté en France et après on me réclame. Maintenant quand je fais venir le jet, il est question qu'on reparte à l'aéroport, eux aillent sur Dubaï avec toute la paperasse de l'entreprise. Oui. Moi je devais aller en France voir le vieux, éventuellement les retrouver. Mais de toutes les façons, ma présence n'était nullement requise parce que je savais exactement comment, je connaissais déjà le processus. Oui. Et puis, c'est pas comme quelqu'un me sortirait un truc farfelu et s'ils vont fuir avec, non. C'est-à-dire que... Oui, c'était vos partenaires, vous la faisiez confiance. C'est même pas une affaire de partenaire, c'est même pas une affaire de confiance. Oui. C'est-à-dire que l'or se déplace avec une paperasse. Oui. Cette paperasse-là, c'est une entreprise. Et c'est vous qui l'a signé. Voilà. Et quand ça arrive là-bas, tu vas pas changer. Je veux dire, tu vas pas, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, là. Oui. Vous voyez un petit peu? Donc, alors, c'est ça. Mais sauf que, eux, ils se font arrêter. Ils se font arrêter. Et en fait, quand ils m'appellent même, ils m'appellent en me disant qu'ils pensent qu'on est en train de vouloir les agresser. Oui. Donc moi, je viens avec un dispositif de sécurité, immédiatement, qui était en Guayaquil. Oui, en Guayaquil, oui. J'étais au niveau de la CEMIL, la l'antenne CEMIL Centre. Donc je suis monté rapidement pour venir à leur rencontre. C'était à 2 minutes, hein, même pas. Et là, je vois que c'est la police. Je demande maintenant que se passe-t-il? J'essaie de les interroger parce qu'eux, ils étaient restés cloîtrés dans la voiture. Je demande au policier qui était là, et naturellement le commissaire Wanko. Oui. Je suis le commissaire. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que, mais en réalité, quand ils ont vu les éléments de la CEMIL, eux-mêmes, ils ont pris peur, ils ont commencé à appeler leur hiérarchie. Oui. Et puis il me dit que non, ils ne peuvent qu'en discuter à la bureau. Je dis non, on ne peut pas bouger si on ne sait pas de quoi il s'agit. Je ne sais même pas, bon, je vous vois en tenue, d'accord. Il me dit que non, c'est une enquête du procureur. Je dis bon, très bien, il n'y a pas de problème. Pour qu'on évite de perdre du temps, allons-y. Allons-y. On se déporte donc tous à la DRPJ. Quand on arrive à la DRPJ, eux, ce qu'ils s'empressent de faire, c'est de commencer à prendre d'abord toute la cargaison d'or que nous possédions. Oui. Je demande qu'est-ce que vous faites. Ils me disent non, on doit les compter, on doit. J'ai dit non, attendez, calmons-nous. Je vais déjà comprendre ce qui se passe. Alors, on perd du temps, ça monte, ça descend, et puis il y a de l'affluence, ainsi de suite. Pour que la nuit était en train de tomber, parce que comme on était en fin d'après-midi déjà à la base, on était en fin d'après-midi, il y a un monsieur qui passe en costume avec une mallette qui me traverse. Il entre, il va... À la DRPJ. À la DRPJ, oui. Oui. On était à la DRPJ en bas là-bas. Oui. Oui. Donc il me traverse, il va, il cause et tout, et puis il ressort avec le commissaire Wanko, peut-être 5 minutes après. Oui. Il vient à ma rencontre, et monsieur Wanko me dit, voici le monsieur avec qui il faut parler, c'est lui qui a le dossier. Je me tourne vers le monsieur, je lui dis, bon, oui, de quoi s'agit-il? Il me dit, non, le CAPA m'a apporté plainte, le procureur a instruit une enquête, ainsi de suite. Je lui dis que bon, ça c'est la version longue, faites-moi la version courte parce que oui. je viens vous la prendre. Il me dit, le procureur Ncham, oui. Je le cite. Oui. Hein? Et l'avocat en question s'appelait Maître Essimi. Il me dit que le procureur Ncham a demandé 20 millions. Non, 30 millions. Que le procureur Ncham a demandé 30 millions. Au nom de quoi? Il veut l'argent. Ah oui, c'est-à-dire que donc c'est... c'est juste du racket. Oui, en fait, on saisit votre or parce qu'il y a des types qui veulent avoir voilà, leur part dedans. Voilà, oui. tout bêtement. Ah oui, quand même. Bon, je fais un calcul rapide.
J'ai un jet qui a déjà atterri. Oui. J'ai 2 heures d'intervalle, après quoi, je commence à payer chaque heure des frais supplémentaires. Oui. Qui vont me coûter certainement plus que 30 millions. Je joue quand même une petite carte, je dis bon, je viens de faire des achats, je n'ai plus d'argent, je dis au procureur que j'ai 20 millions. Et il appelle. Il revient me voir, il me dit le procureur est d'accord pour les 20 millions. Olivier Api, excusez-moi, mais vous avez promis de dire que la vérité. Que la vérité. Dans cet entretien. Donc, Que la vérité. vous décidez de donner 20 millions. Oui. Alors, est-ce que vous aviez des choses à vous reprocher? Parce que 20 millions, c'est quand même 20 millions. On ne donne pas 20 millions parce qu'un type les a réclamés. Pourquoi vous sentez-vous dans l'obligation de donner ces 20 millions? Ça ressemble à de l'arnaque et tout. Pourquoi vous sentez-vous dans l'obligation de donner ces 20 millions si tant est que vous n'avez pas des choses à vous reprocher? Pourquoi vous donnez 20 millions parce qu'un type les a demandés, fut-il procureur? Parce que je vais éviter de passer la nuit à Yaoundé. C'est aussi simple que ça. Et passer la nuit à Yaoundé me coûte plus cher parce que là où c'est parti, oui. Vous n'allez pas lui donner 20 millions, vous allez lui dire 10 millions qu'il va refuser, ça c'est sûr. Oui. Il va vous perdre du temps. Ce temps qu'il va vous perdre là, vous allez le payer d'autre part parce que vous avez un jet qui va commencer à courir sur les horaires. Et au final, le matin va vous trouver là, vous n'aurez pas bougé et peut-être même il va encore augmenter les enchères. Oui. D'accord? Moi, je vais éviter de passer la nuit. J'ai compris ce qui se passe. Oui. Okay. Et donc, le SIMI, en question, qui serait avocat, vous dit le procureur demande 30 millions, vous acceptez, vous consentez à donner 20 millions. Est-ce que vous avez la certitude que l'individu est effectivement envoyé par le procureur? Vous ne vous dites pas que vous êtes peut-être au cœur d'une manipulation, d'une grosse arnaque? Pas vraiment. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que les policiers se sont déplacés sous les instructions du DRPJ. Oui. Déjà. Oui. Qui ne monte pas sa tête, hein, ceci dit en passant, parce que jusque-là, j'ai pas encore vu le DRPJ. Je le vois après. Donc, ils se sont déplacés sur l'instruction du DRPJ. Première chose. Deuxième chose, je sais pas que je vais donner l'argent. DRPJ, c'est directeur de la police, directeur régional de la police judiciaire. Voilà. Bien, oui. Tout à fait. Donc, c'est pas que je vais lui donner et puis attendre. Oui. Je m'en vais avec lui. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Oui. Je lui ai dit, bon, attendez-moi, je vais chercher l'argent. Je m'en vais faire décaisser 20 millions. Je reviens le voir. On s'en va donc tous au parquet. Il y a un des centres administratifs. On va donc au bureau du procureur. Quand on arrive au bureau du procureur, il entre discuter avec le procureur à l'intérieur. Parce que je ne dois pas être témoin. Oui. Pas de problème. J'attends. Au bout d'un certain temps, il ressort, il me dit, ok, c'est correct. Repart à la DRPJ, on va libérer tes partenaires, vous allez pas. Entre-temps, Verville, Charles et Luc sont détenus à la DRPJ. À la DRPJ. Oui. Alors, le motif évoqué est trafic d'or. Ce que je trouve assez farfelu étant donné que nous avons tous les agréments. Oui. Mais bon. Alors, je repars à la DRPJ, j'attends. Finalement, je rate moi-même mon propre vol. J'accepte de payer les frais du jet quand même pour qu'il passe la nuit. Oui. Et je quitte la DRPJ vers 2 h du matin. Je m'en vais me coucher. Bon, on s'entend que le forêt qu'on avait précédemment vient de tomber. Oui. Bon, mais néanmoins, comme c'était la nuit, je pense pouvoir régler le problème le lendemain. Le lendemain, je me lève moi-même, je m'en vais au parquet voir ma tante, la petite sœur à ma mère, qui est présidente de la cour d'appel, du centre toujours. Je vais la voir, je lui explique ma mésaventure de la veille. Oui. Elle prend le téléphone, elle appelle Tcham, le procureur Tcham, sur haut-parleur. Elle lui dit, j'ai mon fils ici, voici ce qui lui est arrivé hier, ainsi de suite, sous tes instructions. Oui. Tcham, qui dit d'abord en rigolant que oui, je vais l'arrêter. Et puis il rigole. Après, il dit que mais comment il y a les affaires, et s'il m'arrive ici, là, il m'apporte 5 millions. Je suis un peu, je dis à ma tante que non, je lui ai donné 20 millions. Il a appelé même pour le lui dire. Il dit que non, il est venu lui donner 5 millions, il lui a raconté, je ne sais pas trop quoi, lui, il était vraiment très fâché. Donc vous avez donné 20 millions à SIMI, soi-disant pour remettre au procureur. Oui. Et si je comprends bien, le SIMI a donné juste 5 millions au procureur. Ça, c'est ce que dit le procureur. Oui. Moi, de ma position, oui. Je ne répète que ce que j'ai entendu. Oui. Ok. Alors le SIMI en question, moi, je ne l'ai pas revu. Oui. Déjà que même si je le revois, je ne peux même pas le reconnaître. Déjà même la veille, parce que je l'ai vu de nuit, je ne peux même pas le reconnaître même si je le revoyais. Et donc, ils discutent. Après, il me dit, ok, vas-y, on va régler le problème. Bon, donc je m'en vais. Je ne repars voir mes associés pour essayer de leur apporter assistance, tout ce qui va avec, ainsi de suite. Je ne repars voir les DRPG pour lui demander que, mais pourquoi tout ceci?
Il me dit que bon, lui, c'est seulement les instructions, mais ce sont les ordres. Alors, je dois dire que ce monsieur, c'est un monsieur très faux. Qui? Emmanuel Man, le DRPJ. D'accord. Donc, même quand je discute avec lui, juste à son attitude, je comprends que je ne peux pas me fier à tout ce qu'il raconte. Mais de toutes les façons, je suis un peu dans une espèce de tourbillon, donc je vais au gré des vagues, j'essaye déjà de mettre mes associés dans les meilleures conditions. Bon, c'est un peu embêtant parce que vous ramenez des gens chez vous et puis ils se mettent à subir des trucs. C'est même pas comme s'ils avaient fait quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Et donc, le DRPJ après m'appelle, comme 2 jours après, pour me demander de venir me faire entendre. Je lui demande que mais pourquoi est-ce que je viens de me faire entendre? Il me dit que non, il me convoque pour que je vienne me faire entendre. Je dis que moi, je n'ai pas à venir me faire entendre, que d'ailleurs même il n'est même pas suffisamment dimensionné pour me convoquer. Quand on commence comme ça là, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a aucun sens. Et je raccroche. Ouais, c'est quand même un manque de respect pour un commissaire de police. Non, mais tout ce qui s'est passé déjà était d'abord du grand n'importe quoi. Il a dû être froissé quand même. Non, ça je n'en disconviens pas. Oui. Je n'en disconviens pas. Oui. Mais j'étais plus froissé que lui. Et c'est pas parce qu'on est commissaire de police qu'on a le droit de piétiner les citoyens. Ils sont au service des citoyens. C'est eux qui doivent garantir notre sécurité. Donc, par la suite, je continue d'attendre. Je finis par passer un deal. Avec lui-même en question. Donc, je finis par passer un deal. C'était comme une espèce de consortium. Oui. Avec des douaniers. Peut-être je ne vais pas citer parce que c'est pas la peine mais avec des douaniers et lui, comme quoi, il me demande de leur verser 100 millions. Ils vont nous faire des papiers de douane. On prend notre marchandise, on part. Je consens à cela. C'est pas possible. Je consens à ça. Parce que foutu pour foutu, sauf quelque chose. Je sais pas si on se comprend un petit peu parce que ça avait déjà, je veux dire, ça avait déjà... Vous êtes carrément pris dans un engrenage. L'aspect, ça devenait vraiment très malsain tout ça. Oui. Vous voyez un peu? Et puis, même pour la confiance, ça devenait déjà problématique. Donc, il faut sauver les meubles. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de l'aspect du travail au Cameroun, j'ai un aspect à l'étranger. J'ai une image du Cameroun quand même que, malgré moi, je dois essayer de sauvegarder. Parce que sinon, après ça, vous invitez les gens chez vous comment pour venir travailler. Vous voyez un petit peu? Donc, je consens et je fais un appel de fonds de 100 millions. Je leur dis, bon, puisque nous nous sommes entendus et que vous m'avez garanti, ce qui va se passer va être simple. Moi, il faut que j'aille retrouver mon vieux. Donc, vous allez être payé, libérer les gars. Je m'envoie avec les gars, tout le dispositif est prêt pour qu'une fois qu'ils soient libérés, ils partent. Et le mardi soir, il y a ma tante qui m'appelle. Elle m'appelle, elle me dit, bon, va te faire entendre. Je me suis entendu avec mes collègues, comme c'est toi le directeur général de la structure, va te faire entendre et on va libérer tes trucs parce que ils ont besoin de ça pour fermer le dossier. Donc avec ta déposition, tout ce que tu auras dit, les choses vont être claires. Avec ce qu'eux m'ont déjà dit au préalable. Ça va être clair, on va fermer. Votre tante qui est à la cour d'appel. Oui. Ma tante qui est à la cour d'appel. Donc, je lui dis, mais Mathé, pourquoi est-ce que je dois aller me faire entendre? Je ne comprends pas très bien cette partie-là. Elle me dit, non, ne t'inquiète pas, on ne va rien te faire. Je lui dis, mais parce qu'on devrait me faire quoi? Parce que même ce que tu me dis là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, non, bon, je te dis juste ça pour que tu ne sois pas inquiet. C'est juste pour qu'il ferme le dossier. Je lui dis, tu es sûr? Elle me dit, oui. Je dis, ok, Mathé, si tu insistes, il n'y a pas de problème. Je vais aller ici. Ça peut libérer mes partenaires. Oui. Et donc, alors, un fait très important, c'est que je ne me rends pas à la DRPJ tôt ce matin-là. Mais j'avais un vol ce matin au Paris, que je n'ai pas pris. Mais je ne m'y rends pas, j'attends. Vers 10h, elle me demande, est-ce que tu es pas? Elle m'appelle pour savoir si je suis à la DRPJ. Je lui dis non, je ne suis pas encore parti. Elle me dit non, vas-y tout de suite, parce que si c'est eux qui viennent te chercher, ils vont te brutaliser, il y a déjà un mandat d'arrêt contre toi, ainsi de suite. Je dis que mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Et finalement, vous décidez quand même de partir à la DRPJ pour vous faire entendre. Finalement, j'y vais. Parce qu'elle me dit que ça va libérer tes partenaires. Oui, très bien. Donc finalement, sur les conseils de votre tante, vous allez à la DRPJ pour vous faire entendre. Vous y êtes. Oui, tout à fait. Donc quand j'arrive à la DRPJ, à ma grande surprise, au-delà des acclamations, aucun enquêteur ne veut m'entendre. Parce qu'ils sont formels, le DGSN a été formel, qu'il ne faut même plus m'approcher. Oui. Moi, je suis bien embarrassé. Puisqu'on m'a dit qu'il faut qu'on m'entende pour qu'on libère mes partenaires. Alors j'insiste. Oui. Alors il y a un autre qui me dit que vraiment le DGSN lui déshabille seulement les gens. Donc. Alors face à mon insistance, bon, ils te regardent et puis disent que bon, ok, on va t'entendre rapidement, mais si on refuse notre truc là-bas, on n'y pourra rien. Oui.
J'ai dit ok. Donc, alors, ils m'ont entendu. Et mon éditeur n'était pas différent de mes partenaires, hein, c'est-à-dire que c'est le même narratif, hein, il n'y avait pas de... Donc on avait le narratif, les détails de ce qu'on a fait, qui était là, qui n'était pas là, qui a fait quoi, ainsi de suite. Bon, suite à ça, le DGN par contre avait demandé qu'on me dise qu'il veut me voir. Oui. Alors suite à ça, bon, on est en attente qu'ils libèrent mes partenaires. Oui. À ma grande surprise, on reconduit la garde à vue. Je comprends pas. J'appelle ma tante pour dire que moi on est en train de reconduire la garde à vue de mes partenaires. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est d'abord attends, on va voir. Et après, pour que moi aussi, de me signifier ma garde à vue, demandée par le procureur. Je leur demande que, mais qu'est-ce que cela devient? Alors, ils ont attendu dans les alentours de 20h30 pour me signifier la garde à vue. Pour me dire que non, le procureur vient de signifier ta garde à vue. Je dis, mais on me garde à vue, pourquoi? On me dit, bon, besoin d'enquête. Mais je suis dans mon pays, vous me gardez à vue. Est-ce que je n'ai pas un domicile connu? Je n'ai pas. Oui. Donc, ils me disent que non, bon, vraiment, si tu peux appeler quelqu'un, bon, malheureusement, mon père n'étant pas là, je rappelle ma tante pour lui demander qu'elle m'explique un peu ce qui se passe. Bon, hein, ça tergiverse, je vais passer les comportements, attitudes, et puis on me dit que c'est juste une nuit. C'est juste une nuit. Demain, on va te libérer. Une nuit va te faire quoi? Donc, c'est comme ça que je me retrouve en garde à vue dans un bureau d'un inspecteur, ou je ne sais même plus comment il s'appelait. Et maintenant, je communique avec ma tante, qui me dit que non, ils veulent l'argent. Ça m'a vraiment... C'est de comprendre ce qui se passe, c'était vraiment un coup dur. Oui. Je lui dis, ok. J'appelle mon frère pour lui dire, écoute, va, tu décaisses 80 millions, laisse ton téléphone, prends juste la position de la matière, tu vas lui remettre l'argent, tu dis que c'est tout ce que j'ai, qu'elle ne dépense pas tout mon argent. Donc vous aviez déjà payé 20 millions. J'avais déjà payé. Et là maintenant, vous faites décaisser 80 millions. Je fais décaisser 80 millions. Oui. Qu'on s'en va lui remettre. Mais en passant, je lui fais quand même un message. Oui. Je lui dis, Mater, une mère ne tue pas son enfant pour l'argent. J'ai écrit le message, au moins 80 fois je lui ai envoyé ça. Que tu m'aurais demandé cet argent que je te l'aurais donné. Tu n'as pas besoin de faire ça. Alors, parce que vous pensiez que l'argent, c'était elle-même, ou alors elle servait simplement de courroie, ou alors d'intermédiaire entre ceux qui voulaient l'argent. Non, elle était intermédiaire entre ceux qui voulaient l'argent, mais je comprends que dans ça, là, forcément... Elle avait sa part. À moins qu'on le lui remette et qu'elle refuse, mais toujours est-il dit que ce qui se passait là, c'était pas normal. Oui. Ok. Et puis, quand on est déjà à la cour d'appel, ça veut dire qu'on a déjà atteint un certain sommet de la magistrature, on a passé toutes les étapes, le procureur, on sait comment les procédures se passent. Oui. C'est parce que c'est parce qu'on vous a entendu que vous êtes entré maintenant dans le cycle des procédures judiciaires. Avant ça, on ne peut rien vous faire. Oui. Ça, elle le savait. Oui. Donc, vous faites décaisser 80 millions par votre frère. Oui. Oui. Qu'on lui remet. À votre tante. À ma tante. Oui. Sauf que, mal leur en prend, parce qu'une fois l'argent reçu, ils ont des communications téléphoniques. Oui. Des communications téléphoniques qui malheureusement ont été sur écoute. Ce qui fait qu'en lui... C'est-à-dire qu'il là, c'est qui ma tante et Ncham. Oui. D'accord. Ok. Oui. Ont des communications téléphoniques. Et qui est sur écoute. Ce qui fait que je pense qu'à ce moment-là, les véritables commanditaires qui pilotent le dossier depuis sortent de l'ombre. À savoir le procureur Ntamak, la présidente de la cour d'appel, Madame Cunégonde, épouse Mokoulou, quelque chose comme ça, je pense, qui viennent donc maintenant en personne. Oui. Alors, pour plus de transparence, si vous donnez les noms, donnez aussi pour votre tante. Oui. Oui, parce que vous ne pouvez pas citer les noms des gens et votre tante, vous... Non, j'entends cela. J'ai suffisamment accablé ma tante qui a fait une crise de dépression, ceci dit en passant. Donc, pas pudeur pour la famille. Je comprends qu'il y a un peu de disparité. Oui, parce que vous n'hésitez pas à citer les autres et... Ma tante a essayé de m'aider après, les autres n'ont pas essayé de m'aider malheureusement. Oui. Et d'ailleurs même ils continuent de chercher. En tout cas, j'aurais insisté pour que vous citiez votre tante, vous avez refusé de faire ce. Les téléspectateurs sont témoins, j'ai essayé. Oui, tout à fait, tout à fait. Votre tante, par souci d'équité, de transparence, vous avez cité les autres et vous avez refusé de citer le nom de votre tante. Je ne vais pas vous tordre le cou pour continuer votre exposé, oui. Donc, alors, ils reçoivent dans leur visite, qui leur fait comprendre que s'ils interviennent encore d'une quelconque façon dans le dossier, on va les déshabiller carrément. Oui. Donc, alors, elle a remis l'argent. Elle a appelé mon frère pour lui remettre les 80 millions. Oui. Elle a remboursé. Elle a restitué les 80 millions. millions.
La suite de la procédure est la chose suivante. Mon père revient donc à une petite rémission, il revient de France. Et il va saisir le DGSN officiellement. Le DGSN va lui dire que c'est pas moi qui ai arrêté ton fils. Il faut voir avec la justice. Oui. Il faut dire que le DGSN Bagangele et votre père se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Ils ont travaillé ensemble. Oui, c'est les anciens. Ce sont les anciens. Oui. Voilà. Et alors, il saisit donc Laurent Hesson, officiellement, qui ne répond pas. Oui. À ce moment-là, il saisit la présidence. Alors, on a une intervention franche du SGPR qui quand même ordonne aussi ma mise en liberté, qui ne sera pas suivie pour cause. C'est qu'on a l'entrée en jeu du DGRE. Oui. Le DGRE fait état par BRQ du fait que le directeur général de la recherche extérieure des services de renseignement du Cameroun. L'ancien ECO, oui. qui est précédemment détenu qui est en ce moment détenu, principal de Conigua. Oui. Donc, le DGRE soumet une information, un bulletin de renseignement quotidien à la présidente, faisant état du fait que moi, Olivier Api, j'ai ramené beaucoup d'argent au Cameroun pour déstabiliser le Cameroun avec l'armée, la rébellion centrafricaine, en l'occurrence le Hissène général en question, la rébellion amazonienne et l'armée camerounaise. Si je n'ai pas cité, je la récite encore. Oui. Alors, quand on parlait de l'armée camerounaise, c'était pour impliquer le colonel Joël Émile Bankui. Oui. Que je n'avais jamais vu au demeurant pour cette affaire. Je dis même pas une fois. Ok. Bon, alors peut-être qu'ils avaient leur bataille autre, mais toujours est-il dit que moi, on me taxe de tenter de déstabiliser le pays. Donc du coup, face à ça, ça fait reculer un peu tout le monde. Oui. Ok. Donc on dit que pour le moment, on est pour des besoins d'enquête. Dans ces besoins d'enquête, on me prend moi, on m'amène à Douala pour 4 jours. Alors, il serait de bon ton de rappeler une chose. Oui. C'est que mes partenaires étant arrêtés, bon ça je le sais, je finis par le savoir plus tard. Oui. C'est que ils ont pris toute la cargaison d'or et puis ils sont partis avec. Ah bah, la DAPJ. Oui. Hein? Alors ils ont pris le soin de faire enlever tous les écrous de sécurité qu'on avait mis dessus. Mais c'était une sécurité électronique, donc personne ne pouvait, on ne pouvait pas l'ouvrir manuellement. Comment ils ont fait? Alors, déclaration de Charles Verville lui-même, il me dit qu'on lui a pointé un M21 pour l'obliger à ouvrir le coffre. C'est-à-dire qu'il a été mis en joue? Il a été mis en joue. Par qui? Par les éléments de la DAPJ. Oui. Et moi, donc c'est sous la menace d'une arme qu'il a finalement déverrouillé. Il m'a dit réflexion faite. Oui. Ils vont me tirer dessus. Ils vont tirer sur les caisses, ils vont les ouvrir pareil. C'est mieux pour moi de les ouvrir. Je le cite. Oui. D'accord? Et donc il a ouvert les caisses. Et ils sont partis avec les caisses. Alors, par contre, que dit le code minier en réalité? Parce que même s'il y avait réellement trafic d'or comme ils ont voulu le faire croire, le code minier est clair. Tout minerai saisi par les forces dans les OPJ, forces de sécurité OPJ en fait, les officiers de police judiciaire, les officiers de police judiciaire, tout minerai saisi doit être sur le champ, mis sous scellé et remis au CAPAM. Le CAPAM qui, eux, maintenant, vont établir la facturation à l'entreprise en question sous 10 jours pour qu'elle paye. Oui. Parce que le ministère des Mines, eux, ils veulent l'argent. Oui. Si jamais, ça c'est la procédure, si on estime que vous êtes détenteur d'une cargaison d'or que vous avez mal acheté, whatever. Oui, vous avez mal acheté, vous n'avez pas payé ce qu'il fallait dans les caisses de l'État. Exactement. Donc voilà la procédure qu'il faut suivre. Exactement. Quand c'est saisi, on met sous scellé et on vous fait payer le prix que vous aurez dû payer, éventuellement avec des amendes. Les OPJ en fait n'ont aucune compétence à traiter. Oui. Ça c'est le CAPAM. Oui. Donc les officiers OPJ, voilà, c'est le CAPAM qui a compétence. Ce qui fait qu'ils n'ont même pas à faire 5 heures de temps avec. En dehors d'établir, voici, nous avons récupéré tant, on a mis sous scellé, venez chercher. À aucun moment là on est mis sous scellé. Ils prennent, ils s'en vont avec, et eux décident maintenant de mener des enquêtes. Oui. Ce qui ne correspond à aucun texte de loi. Oui. D'accord? Ça, c'est ce qui est important de rappeler. Donc, mais maintenant, au-delà de ça, ils ont donc pris les caisses, ils sont partis avec. Donc maintenant, on est en train, le narratif là est déjà sur quelque chose comme 2 semaines. Donc moi, on m'amène à Douala pour me faire tourner dans tout Douala, dans les repérages, on m'amène vers les régions anglophones de Bonabiri. C'est du cinéma pas possible. Enfin, pas les régions anglophones, c'est-à-dire que là où il y a une forte communauté anglophone, du fait de la crise, qui sont réfugiés là, du fait de la crise. Oui, il y a une forte certainement. Anglophone. Mais en fait, je comprends tout à fait. C'est juste pour être très très précis. Bonabiri n'est pas une région anglophone du Cameroun. Non, du tout. Très bien. Alors, on était dans les bas-fonds, c'est-à-dire que voilà. Donc, on tourne, et puis dès que je reçois un message, ça s'agite un peu autour de moi. Je dis, mais comment, man, et au bout de 4 jours,
L'objectif, c'était quoi? De chercher vos complices dans la tentative de déstabilisation du Cameroun, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des activistes de je ne sais pas trop quoi, un truc du genre. Bon. Donc, on a fait un cinéma de 4 jours, où on finit par rentrer sur Yaoundé. Oui. Alors, quand on rentre sur Yaoundé, maintenant, on est toujours dans une espèce de spirale où on ne comprend pas grand-chose à tout ce qui se passe. Hein. Oui. Alors, je passe le fait que... alors, il y a la garde à vue qui est 48 heures, qui finit, qu'on renouvelle, qui finit. Après, vous restez là sans statut juridique. Oui. Après ça, là, on tente de faire une garde à vue administrative. L'administration territoriale, de par son chef, s'oppose. Bon, après, ils finissent par accepter. Vous passez par tout ça. Oui. Et, bon... Étant donné qu'on a quand même les étrangers qui sont là et qu'on a quand même soulevé des motifs graves, on a l'ambassade des États-Unis du Canada qui se rapproche pour savoir qui sont ces activistes que nous ne connaissons pas. Ils posent des questions. Vous menez des enquêtes, nous voulons les rapports d'enquête. Oui. Et face à ça, maintenant, il se produit un truc, c'est que bon, il faut libérer tout le monde parce que la tension devient très forte. Oui. Avec l'entrée en jeu des États-Unis et du Canada, qui a quand même ses citoyens qui ont été arrêtés. Tout à fait. Donc il faut libérer tout le monde parce que l'enjeu devient très fort. On a soulevé des trucs qu'on ne peut pas prouver. Oui. On est donc à ce moment-là conduit au parquet. Et le parquet, lui, doit prononcer des mises en liberté provisoires. Oui. Mais pour cela, il faudrait que la DRPJ, puisque c'est la police, émette comment on appelle ça, des interdictions de sortie. Oui. Le temps que l'enquête soit terminée. Et par contre, et de source sûre, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, on demande au DRPJ dans leur collège de complicité, parce que moi je suis formel, le DRPJ est en complicité avec les magistrats et Manéman. Ça c'est clair et net, je suis formel là-dessus. Puisque de toute façon, il savait très bien que le CAPAM n'avait rien à voir dans ce dossier. Et Sommet Tessimi n'a jamais été avocat du CAPAM, et le CAPAM l'a fait savoir. Et on lui demande de ne pas venir au travail toute cette journée-là pour ne pas avoir à émettre ses avis. Donc en fait, on est en train de faire obstruction aux ordres qui ont été donnés de remettre tout le monde en liberté. En liberté, oui. Donc on est resté au parquet jusqu'à 3h du matin pour avoir un soir fait retour maintenant en disant que bon, de toute façon, demain on va faire votre test d'or et on va vous donner les montants à payer, vous payez, vous partez. Donc là maintenant... Là on revient à la procédure, normale en principe. Quoique il y a une grosse entorse dans la procédure, c'est que vous avez détenu des gens, vous n'avez jamais mis les produits sur CD, rien du tout. Oui. Et alors on se rend donc au test qui se passe à l'intérieur de la DGSN. Oui. Alors, on a le ministre de l'administration territoriale, M. Tangandji, qui est là. Lui-même ou bien son représentant? Lui-même est là, en personne. Oui. On a le gouverneur qui est là. Le gouverneur du centre? Le gouverneur du centre qui est là. Bon, le DGSN lui-même en lui est place, plus le secrétaire général. Le DGSN Mbagangele lui-même est là, oui. Avec le secrétaire général. Et aussi le ministre des Mines. Oui. Mais Jean Bruno, avant que je n'aille plus loin là-dessus, il y a une information très importante que j'ai oublié de vous mentionner concernant le comportement du DRPJ et Manéman. Oui. Ce que je ne sais pas, c'est que quand il n'arrivait pas à me convoquer, puisque le plan n'était pas en train de fonctionner, parce que pour le plan, il fallait que moi je sois captif, il s'en va voir le DGSN pour dire au DGSN qu'il me convoque. Non seulement je refuse de me rendre à la convocation. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Oui. Mais au-delà de ça, je tente de le corrompre avec 200 millions. Bon. Quand le DGSN a demandé à me voir et que je suis allé le rencontrer, en compagnie du DRPJ, il me dit que, mais comment ça s'est fait qu'on te convoque, tu refuses de venir? Et en plus, tu veux corrompre le commissaire avec 200 millions. Alors, je suis tellement étonné de la déclaration que je me tourne pour regarder le DRPJ pour dire que mais mon papa, là, il est en train de parler de quoi? Depuis quand moi est-ce que je vous ai proposé de l'argent? Et le DRPJ, complètement confus, se met à balbutier. Non, c'est elle qui a dit, bon, on n'avait pas vraiment vérifié l'information. Alors, le DRPJ s'était bien rendu compte qu'il était venu mentir. Oui. Donc, ça, c'est juste pour illustrer l'attitude des forces en présence. Oui. Alors, donc, nous sommes au test. On a appelé les chaînes de télé, CATV, il y a tout un beau monde, tout un panel de monde là avec. Pour tester l'or. Pour tester l'or. On va avancer rapidement, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Pour tester l'or. Et puis, on a le CAPAM qui est là, avec tout ce qu'il faut. Et maintenant, au moment où on ouvre nos caisses, dès que les caisses s'ouvrent, mes deux associés disent que ça, c'est pas l'or qu'on a saisi entre nos mains. Ce ne sont pas nos lingots. Ah, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas l'or qui est présenté à l'instant devant toutes les autorités. Oui, à peine qu'on a ouvert les caisses, ils ont dit que mais ça, ce ne sont pas nos lingots d'or. Oui. J'ai dit, bon, ok, continuons de suivre. Donc, alors, le CAPAM teste d'abord avec l'or qu'eux-mêmes ils ont apporté. Oui.
Le test est positif. Le bon ordre qu'ils ont apporté. Le bon ordre qu'ils ont apporté, oui. c'est positif. Maintenant, on prend de nos lingots d'or qu'on jette dans une solution. Oui. Mais alors, ça fait une fumée. On a même l'impression que la salle allait prendre feu. On a dû évacuer. Oui. Bon. Donc, c'était pas de l'or, c'est du faux. C'était quelque chose, même, ça pourrait même vous tuer. C'était toxique. Ça, c'était un lingot. Oui. Donc, on renvoie le test grandeur nature à l'extérieur parce que, compte tenu de la fumée que ça faisait. Le lendemain, donc, nous revenons. On fait donc un test où, à la fin de tous les tests d'or, on n'avait même pas un gramme d'or. Donc, les 100 kg ou 200 kg tout ça là, c'était un alliage de machin qu'on avait mis des peintures, c'était vraiment d'une grossièreté pas possible. D'une grossièreté. Même moi, oui. qui ne suis pas, je pouvais distinguer que cette couleur-là, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. C'est-à-dire que c'était... parfois, parce que la peinture qu'on avait mis ne tenait pas sur l'alliage. Oui. Donc, même la couleur, pour certains lingots, ça altérait complètement. Ça devenait une espèce de rose, oui. jaune, whatever. D'accord. Donc, l'or est testé et il se trouve que c'était un mauvais or. Il n'y a même pas un gramme d'or. Alors pour des lingots qu'on avait fondus complètement et reconstitués. Mais Olivier Api, ce que vous racontez est complètement fou. C'est-à-dire que tout l'or que vous aviez acheté, testé dans une fonderie, à Douala, on fait le test et il n'y a pas un seul gramme d'or là-dedans. Même pas un gramme. Ouais, c'est fou, hein. C'était juste lunaire. Oui. Bon. Alors, à ce moment, on a abasourdi. On est tous abasourdis. Et alors, il y a une information qui germe tout à coup, oui. Une très brillante information qui vient de la part de la police, oui. Selon laquelle c'est le partenaire camerounais, c'est-à-dire mon Olivier Api, qui a floué le partenaire canadien. Ah d'accord, c'est-à-dire que la police vous accuse d'avoir dissimulé le vrai or, oui. Et d'avoir présenté ce toc-là, voilà. cette pacotille, pour flouer vos partenaires canadiens. Tout à fait. Oui. Subitement, hein, comme ça, à l'instant là, hein, c'est pas, on n'a pas entendu de ma part. Alors ça veut dire que les accusations sont immédiatement parties de trafic d'or à tentative d'escroquerie ou alors de faux... Enfin, non, d'escroquerie. D'escroquerie, oui. Escroquerie pure et simple. Donc oui. on vous accuse d'avoir voulu escroquer voilà. Les partenaires. Au départ, il était question de trafic d'or et d'une plainte du CAPAM. Du CAPAM. Qui a déclaré n'avoir jamais déposé de plainte. Il ne veut même pas connaître cet avocat en question. Oui, d'accord. Donc maintenant vous êtes accusé d'avoir voulu flouer vos partenaires canadiens. Exactement. Oui. Bon, malgré tout, puisque c'est un test officiel, il y a un rapport du test. Les techniciens, quand même, entre les mains de qui on a récupéré un or que moi-même je n'avais jamais vu, ont marqué sur le rapport de test que nous n'avons pas reconnu les lingots qui ont été pris en notre possession. Ce que nous vous avez présenté ici ne sont pas ceux que vous nous avez pris. C'est-à-dire vos partenaires. Oui, mes partenaires. Donc c'est ce qu'ils ont mentionné sur le rapport de test comme toute fin de déclaration. Et bien évidemment, ce rapport-là a disparu. Ouais, parce qu'ils ont marqué ça là-dessus, ce rapport a disparu. Et puis quand on repart, donc maintenant, bon, on est toujours dans il faut libérer tout le monde, il faut. Et vers 21h30 ce soir-là, on vient les libérer, et puis moi on me garde. Donc on libère les Canadiens et vous on vous garde. On me garde. Oui. Alors, maintenant, pour quelle raison est-ce que je suis gardé pour le moment? Il n'y a pas de motif, il n'y a pas les gardes à vue étant finis. Bon, mais donc je suis là, je vais errer comme ça pendant près d'une semaine encore, supplémentaire. Pour que, au final, on se retrouve devant le procureur en question. Et ce monsieur, bon, il va décharger les Canadiens de la procédure et puis il va m'inculper moi. Chose curieuse. Alors, c'est quoi les motifs de votre inculpation? Escroquerie. Escroquerie. Oui. Ce n'est plus trafic d'or, c'est escroquerie. Non, ça, c'est le motif officiel. Officiel. Très bien. Voilà. Donc, escroquerie au préjudice des Verville. Des Verville. Oui. Bon, alors, juridiquement, on ne sait pas dans quel cadre ça s'inscrit. Oui. Parce qu'ils sont propriétaires de rien. Mais quand même, ils sont victimes d'escroquerie. Oui. Je sais pas si tu vois. Donc, alors, à ça, je pose une question quand même. Je dis, bon, je vais poser la question bêtement, hein, vous m'excusez si je ne suis pas suffisamment intelligent. Mais qu'en est-il des vendeurs? Parce que si vous dites qu'il y a une marchandise qui est prohibée, ainsi de suite, et puis déjà quand je regarde l'attitude des OPJ et de tout ce qui va avec, expliquez-moi un peu que je comprenne. Oui. Non, c'est vous qui êtes poursuivi, ainsi de suite. Je dis, bah, mais moi je poursuis en qualité de quoi? Je suis directeur d'entreprise. Donc alors j'entre maintenant dans le processus de l'engrenage judiciaire. D'accord? Où, ah oui, ceci dit en passant, qu'il faut bien préciser, c'est que pendant que on allait au parquet, vous êtes approché par tous les représentants des magistrats. Oui. À chaque fois. Qui vous disent que bon, voici les instructions de Jean-Fils Kambak. Voici les instructions de Kinegom. Voici les instructions de Bencham. La première fois
Ntcham reçoit 10 millions. Ntamak reçoit 10 millions. Cunégonde reçoit 5 millions. Soit disant, il faut acheter la paix. Et c'est vous qui payez. Et c'est moi qui paye. Vous jurez que vous dites la vérité. Je vous jure que je vous dis la vérité, Jean-Bruno Tani. De toutes les façons, les protagonistes sont là. J'ai payé par l'intermédiaire de mon avocat, Maître Bokla. Oui. D'accord? Et ça, là, c'était la première fois quand on part, on nous fait attendre jusqu'à 3 h du matin. Oui. Hein? Parce que ce qu'on vous fait comprendre, c'est que oui, même si les instructions viennent, ce sont eux qui signent, ainsi de suite. Donc, c'est mieux de ne pas, il ne faut pas énerver, il ne faut pas... En tout cas, on vous embastille au point où, à un moment donné, vous êtes dans une position telle que, bon, vous avez perdu 3 semaines. Oui. Je veux dire que vous voulez juste sortir de là. Oui. Alors, entre-temps, votre jet, il est reparti. Le jet, il est reparti. Vide. Vide. Et vous avez payé. Et j'ai payé. Oui. Il est reparti vide. Avec toutes les amendes que cela comportait. Oui. Donc, à savoir que déplacer un jet comme ça, c'est 100 000 $ pendant la période Covid. En d'autres circonstances, on est entre 60 000 et 80 000. Dépendamment de là où on l'appelle pour venir vous chercher. Tout à fait. Parce que quand vous prenez un jet, on sélectionne celui qui est le plus proche de là où vous êtes. Ouais. Bon. Donc, là, on a payé. Il ne s'est rien passé. On a dit c'est le soif et retour parce que c'était la faute du DRPJ, soi-disant. Oui. Bon, mais quand même, je suis quand même suffisamment aussi informé dans ce pays. Et quand on repart pour la deuxième fois, cette fois-ci, là, les enchères sont montées. D'accord? Il fallait donner encore 15 millions cette fois-ci en Tcham, 20 millions en Tamak et 10 millions à Cunégonde. Et là, on libère les uns et puis on garde les autres. Et maintenant, j'ai été embastillé avec le malheureux Falun Gongé Alfred. Le monsieur du Capam. Le monsieur du Capam, Oui. qui nous aidait, que je n'avais jamais rencontré de ma vie. Parce qu'il fallait me créer des complices. Et pour une raison très curieuse, que nous comprendrons plus tard, on avait mis de côté tous les vendeurs. Oui. Donc pour le moment, nous sommes deux à nous retrouver dans des problèmes. Donc, monsieur Gondi. Monsieur Ngondi Fallo Alfred. Oui, oui, du Oui. Capam. Du Capam. Et vous-même. Et moi. Oui. Donc, vous êtes tous les deux interpellés, vous êtes encore aux mains de la justice. Exactement. Et gardés. Et gardé. Alors, maintenant, chemin faisant, nous passons en comparution pour une première fois, pour un élargissement. D'accord? Le juge en question suit l'affaire. Et puis, consent, le procureur aussi. Il nous dit, bon, pour le moment, apportez-nous vos garants. N'est-ce pas? Oui. On apporte les garants. Et ils sont interrompus. L'audience est totalement et carrément interrompue par le procureur Ntcham. Il y a une porte derrière le président du tribunal là. Oui. Il y a une porte derrière le tribunal. Le procureur vient ouvrir la porte et il demande au président du tribunal de sortir et au procureur qui siège ce jour-là. Les deux sortent. Ils vont faire environ 10 minutes. Et puis ils reviennent. Quand ils reviennent, la procédure d'élargissement qui est en cours est mise en stand-by. La cause est renvoyée à dans 1 mois, puis elle va être refusée. Bon, Alors que vous étiez sur le point d'être... alors qu'on était, on avait même déjà demandé d'envoyer les gars, on avait fourni toute la documentation Oui. qui avait été requise. Et l'information viendra plus tard que c'est Ntama qui a donné les instructions, soi-disant les instructions venaient du ministre Laurent Esso. Qui? Le ministre Laurent Esso. Alors le ministre Laurent Esso qui va apparaître plusieurs fois, hein, vrai ou pas vrai, le fait est qu'il va apparaître plusieurs fois dans le dossier et dans des circonstances quand même assez loufoques. Lesquels? À savoir par exemple que moi on va me dire plus d'une fois que le ministre Laurent Esso me réclame 1 milliard de francs pour me laisser. On parle de plus de 2 000 $. Qui? Ntamak va me faire instruire l'information par des proches à lui à 3 reprises. Oui. Il y a diverses étapes. Oui. Donc la première fois, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça tellement gros que en fait je n'ai même pas fait de commentaire dessus. C'est-à-dire qu'il vous dit quoi? C'est-à-dire qu'il me dit que le ministre a dit qu'il y a eu beaucoup d'argent Quel qui ministre? passe. Le ministre Laurent Esso a dit que beaucoup d'argent passe, que ça passe, ça doit être 1 milliard. Vous mentez. Non, je vous assure. Moi aussi personnellement, j'ai d'abord cru un mensonge la première fois. Oui. Ce sont les événements qui m'ont porté à croire que, même si ce n'est pas tout à fait vrai, le rôle que le ministre Laurent Esso a joué dans cette affaire n'est pas clair. Il n'est clairement pas clair. On va le voir au fur et à mesure. On va continuer à y arriver, puisque je vais vous le dire à plus d'une reprise. Oui, allez-y. Mais je ne vous cache pas que j'ai de sérieux doutes quant à ce que vous dites. Non pas que je veuille le défendre, Oui. Dieu me garde, mais quand même, c'est gros. La réalité est que j'étais dans le même cas que vous. Pendant au moins 1 an et demi, j'étais dans le même cas que vous. C'est-à-dire que, comme je vous dis la première fois, c'est-à-dire que j'ai balayé ça d'un revers de la main, je me suis dit, bon, mais au fur et à mesure que c'est revenu de manière... Et puis il y a des actes qui ont été posés. Oui. Attention.
quand on a des actes qui suivent derrière, ce n'est plus anodin. Mais enfin, donc, les choses se passent en l'état. Oui. Par la suite, j'ai un troisième complice qu'on me ramène, au nom de Babou Yanou Hulin, de son petit nom, Kester. Oui. Alors voilà un autre monsieur que je n'ai jamais rencontré de ma vie, Oui. mais qui se trouve être mon complice dans l'affaire et qui se retrouve embastillé dans le même truc. Est-ce que nous avons des amis en commun véritablement qui se côtoient? Enfin, plus tard, j'ai su que certaines personnes le connaissaient, mais ça c'est parce que j'ai posé la question. Déjà, il est à Douala, moi je suis à Yaoundé, dans la même ville que je connais vraiment, mais en même temps, je n'avais jamais rencontré ces personnes de ma vie. Donc, le procès débute. Dans le procès qui débute, l'énoncé du procès est le CAPAM, le ministère public et les Vervilles contre M. Api et consorts. Oui. N'est-ce pas? Oui. Le CAPAM étant totalement absent. Hein. Juste pour vous montrer à quel point on pousse le faux dans ces pays. N'est-ce pas? Le CAPAM étant totalement absent, donc on se retrouve avec le ministère public. Oui. Bon, les Vervilles non plus n'étant pas là. Mais par contre, ce que les Vervilles font, c'est qu'ils font un courrier. Ils font un courrier, au-delà des dépositions qu'ils ont déjà eu à faire précédemment. Oui. Ils font un courrier très explicite, selon lequel le directeur général n'a ni participé, ni donné d'avis, il n'a fait que payer, et il a payé sur nos instructions. Oui. Après que nous ayons testé, et nous pouvons affirmer que ce que nous avons testé était bien de l'or. Oui. C'est-à-dire que vos partenaires, Ouais. les Vervilles, Ouais. qu'on vous accuse d'avoir voulu flouer, Ouais. font une déposition. Et je rappelle que j'ai vu les correspondances qui ont été signées effectivement par les Vervilles, Ouais. qui attestent que vous n'avez pas essayé de les flouer, Ouais. que l'or qu'ils ont expertisé était le bon or, qui malheureusement a été changé par qui, ça je n'en sais rien. Toujours est-il que les Vervilles estiment qu'ils n'ont jamais déposé plainte contre vous et ils pensent que vous n'avez jamais voulu les rouler dans cette opération d'achat de l'or. Alors, toujours est-il que la procédure se poursuit. En première instance, vous êtes condamné. En appel, la décision, elle est confirmée et on vous demande de payer, je crois, un peu plus d'1 milliard. Non, on nous demande de payer solidairement oui. 2 milliards et poussière. Oui. Mais avant cela, Oui. il y a un phénomène très important qui se produit. C'est-à-dire que vous avez quand même des magistrats qui sont compétents. Oui. Mais on les empêche de travailler. Je parle dans le cas du président Choupsa, qui malheureusement n'a pas suffisamment de caractère pour s'opposer à certaines manigances. Mais il n'en demeure pas moins qu'il présente quand même des velléités de vouloir travailler correctement. Pourquoi? Parce que dans tout ce tohu-bohu où le procureur est venu présenter un truc tout aussi farfelu parce qu'il ne savait pas comment on avait travaillé, il vient dire que non, moi, j'ai pris de l'argent, je suis allé acheter un mauvais produit sur la base de la confiance pour venir remettre à mes partenaires qui me faisaient confiance et puis on s'est rendu compte que c'est... Donc, c'est-à-dire qu'il me fait passer, en fait, une espèce de démarcheur. Oui. Donc, on n'est plus dans le cadre d'une entreprise, ainsi de suite. Alors, le président du tribunal me pose une question. Oui. Il me dit, Monsieur Api, est-ce que vous avez un agrément qui vous permet d'acheter de l'or et puis d'en faire la revente? Je lui ai dit que tout de suite, je ne comprends pas bien la question. Et je lui dis, oui, en fait, l'entreprise, il me stoppe immédiatement. Oui. Il me dit, non, ce n'est pas votre entreprise qui est accusée ici, c'est vous en tant que personne physique. Oui, physique, oui. Hein? Est-ce que vous, en tant que personne physique, vous avez un agrément, vous avez reçu de l'argent dans votre compte personnel, vous avez acheté de l'or, et puis vous avez donné à quelqu'un? Je lui ai dit non. Moi, je n'ai pas d'agrément. Oui. Vous agissiez J'agis ex-qualité. Je n'ai même jamais... général de CS Trading. Voilà. CX Trading. Je n'ai jamais reçu d'argent dans mon compte personnel. Et je n'ai nullement transigé. Il me dit, c'est bon, le procès est terminé. Et c'était vrai. Oui. Puisqu'ils m'ont amené, moi, en tant que personne physique. Oui. Bon, alors, je n'ai pas eu d'argent. Il y a l'argent qui est dans une entreprise, l'argent appartient à l'entreprise. Moi, je n'ai pas reçu de fonds. Oui. De quoi est-ce que je suis accusé? Et maintenant, quand on sort même du procès, Maître Ben, qui était mon avocat, me dit que bon, le président a très bien compris, et puis il a même essayé de vous aider, je pense que ça devrait aller. Oui. Sauf que l'instruction lui est donnée de condamner. Alors, sauf qu'on demande même le mot condamner. En 10 minutes était le décès de mon père. Oui. Oui. Donc, après, ils vont faire des choses tout aussi farfelues. Oui. Je vais perdre, nous allons tous perdre. Ah oui. Un facteur très important, M. Jean Bruno. Oui. Nana Kamdoum, le vendeur, Oui, le directeur général de la l'autre société de qui nous a Douala, vendu, qui nous a vendu les 100 kg sa femme est arrêtée. Elle est même incarcérée. Pourquoi? Parce que, alors, il y a des audios qui ont fuité et on a même vu des vidéos. Dans ces audios, on l'entend parler. Eux, ils sont en train de monter le coût de l'escroquerie. Et puis, elle est un peu une espèce de coordinatrice
qui va coordonner entre joindre de telle personne, dire que non, il y a tel monsieur qui va faire comme ça, et puis il faut qu'on gère comme ci, comme ci, comme ça. Donc, on a des audios qui fuitent sur la préparation du coup. Et quand ils ont pris l'argent, on a monsieur Nana Kamdoum et sa femme, président Nana et tout, on voit comment ils distribuent l'argent. Ce sont des firmes en fait. Oui. Donc, pour lui et sa part qu'il a gardé, il le distribue à, je sais pas, peut-être, c'est une espèce de Cosa Nostra, je sais pas trop, hein, mais donc on a un peu ces trucs qui ont fuité. Donc alors, elle arrive devant le tribunal et puis elle est confrontée à tout ça comme chef d'accusation. Alors qu'est-ce qu'elle va sortir comme argumentaire de défense? Son argumentaire de défense est que ce sont des gens qui ont fait des montages de sa voix pour l'incriminer parce qu'ils veulent lui faire du mal. C'est-à-dire que je n'ai jamais... C'est l'IA, oui. Voilà. On ne parlait pas de l'IA à l'époque. Oui. On est en 2020, 2021. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi con. Force est de constater que elle va être purement et simplement acquittée pour faute de bien être innocentée. Oui. Pourquoi? Parce que Nana Kamdoum m'avait dit que si on est libéré par sa femme, lui, il va trahir tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et puis, nous, on perd. Et malgré les interventions de mes partenaires, hein, même on avait même une bande audio. Hein. Oui, j'ai écouté une bande audio dans laquelle ils disent qu'ils ne vous reprochent rien du tout. Justement, quels sont vos rapports aujourd'hui? Si vous avez tenté de les escroquer, j'imagine que vos rapports sont désormais tendus. Vous ne vous voyez plus. Ah non, non, pas du tout. C'est-à-dire que nous avons continué de travailler ensemble. En ce moment, Verville et moi, on a même encore créé notre société ici. Où, bon, je suis toujours actionnaire majoritaire. C'est-à-dire que malgré cette mésaventure, vous êtes resté on est très proches. Copains et partenaires. Ben oui, on a rendez-vous à 8h ce soir. Si vous êtes encore sur Montréal, on ira les rencontrer. Vous ferez une petite vidéo, juste pour illustrer l'image. Voilà, donc non, c'est bon. Après, tu peux pas raconter à quelqu'un son histoire. Hein. Il la connaît très bien. Oui. Donc, pour vraiment avancer, parce que c'est inhabituel, cette émission en général n'est pas aussi longue. Je comprends qu'il y a pas mal de choses. C'est quand même un univers assez compliqué. Il y a tellement, on entre dans des dédales de la corruption de ci et ça. Et tout, c'est extrêmement compliqué, mais il va falloir qu'on avance pour revenir au fond de l'affaire. Donc, finalement, vous êtes condamné en appel confirmé. En première instance. En première instance. Parce qu'il faut. Moi, c'est des choses que je tiens à. Parce qu'il faut qu'on voit tout ce par quoi je suis passé. Tout à fait. En première instance, avant les trucs, on revient vous voir pour vous dire que cette fois-ci, c'est la bonne fois. Oui. Hein? Donc maintenant, il faut encore payer. Donc, sauf que là, maintenant, il faut encore payer. Non, Cham était déjà mis de côté. Oui. Donc, il a fallu verser 30 millions en Tamak. Il a fallu verser encore 10 millions à Kunigon pour espérer, après, les autres à côté, Choupsa, Amasio, bon, c'était les 500 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas possible. Alors, au total, vous avez, parce que je comprends qu'on essaye de vous appuyer le coup pour vous faire cracher au bassinet, dans le bassinet. Non, j'ai laissé au total 200 millions. 200 millions. Oui, j'ai laissé au total. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit que je n'ai plus donné un franc magistrat. C'est-à-dire que vous avez donné qui à quoi à qui? 200 millions. Alors, oui, c'est-à-dire que Ncham, Tamak, Kunigon, principalement, et puis accessoirement, les magistrats du siège. Donc, on vous a fait cracher près de 200 millions de francs CFA et malgré tout cela, vous n'avez pas été lâché par la justice. Aujourd'hui, vous êtes à la Cour suprême. Qu'est-ce que vous espérez au bout de tout ce processus? Bon, alors, dans un premier temps, déjà, vous savez, le plus important, c'est d'être rétabli dans ses droits. Oui. D'être rétabli dans ses droits. Espérer enfin qu'on ne lise que le droit. Oui. Alors, vous avez perdu dans cette affaire 200 kg d'or. Vous aviez déjà payé 2 milliards et 100 millions de francs CFA. Donc, vous n'avez pas pu récupérer cette affaire. Non. Et vos comptes ont été bloqués au Cameroun. Vidés même pour certains. Vidés? Oui, pour certains. Je comprends pas. C'est-à-dire que quand on va en cour d'appel, les comptes bloqués des entreprises, qui sont d'autres personnes morales, où je suis directeur général, sont bloquées, ne peuvent pas être opérantes. Ces entreprises-là, donc, viennent se rendre partie prenante au procès pour essayer de faire libérer ces comptes. Et alors, quand ils se rendent compte que si ces entreprises sont partie prenante au dossier, m'accuser devient compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent un avant-dit droit. J'ai appris un avant-dit droit, c'est-à-dire un verdict, selon lequel les entreprises ne sont pas concernées par l'affaire. Sauf que chose curieuse, quand ils sortent ma condamnation, ils sortent une ordonnance judiciaire pour vider les entreprises, les comptes des entreprises. Les entreprises qui précédemment ont été déclarées ne pas faire partie du dossier. D'accord? Donc alors une entreprise n'a pas eu l'occasion de se défendre et tout, et puis les comptes se retrouvent spoliés. Maintenant, malheureusement, les entreprises en question, face à ça, ont écrit à Afriland. Trois correspondants à 3 reprises pour faire comprendre à Afriland qu'elles n'ont été condamnées dans aucune procédure. C'est-à-dire que on peut
plonger les mains comme ça dans les comptes bancaires des entreprises et des individus aussi facilement? Dans certaines institutions financières, oui. Dans d'autres, non. Parce que BICEC, par exemple, s'est formellement opposé. BICEC a dit que l'ordonnance... Afriland a cédé. Afriland a cédé. Et on a plongé les mains dans On a plongé les mains dans les comptes. Ils ont pris près de 200 millions. Oui. Et la BICEC a résisté. Elle s'est opposée catégoriquement. Oui. Donc, ils ont mis leur service juridique en avant pour dire que cette ordonnance est fallacieuse. Bon. Afriland a regretté plus tard, mais bon, le mal était déjà fait. Oui. 200 millions qui ont été pris dans vos... Alors, pris par qui? Oui. Par un individu qui n'a jamais été... C'est-à-dire qu'on a un avocat qui rentre dans un dossier. Oui. Bon, alors je pense qu'il est envoyé par les magistrats en question, puisque c'est la présidente de la cour d'appel, Madame Pudegonde, épouse Mokoulou, qui a imposé un avocat, Maître Fenze Innocent, disant qu'il vient de France, au dossier, parce que quand il est venu se présenter, mes avocats lui ont demandé où est votre lettre de constitution, oui. Si vous dites que vous représentez les Verville. C'est-à-dire qu'il était l'avocat des Verville. Oui, il s'est présenté comme avocat des Verville. Ce ne sont pas les Verville qui l'avaient constitué. Les Verville ne l'ont jamais constitué. Et d'ailleurs, même chez les courriers, où à un moment donné, Charles lui écrit pour lui dire que, mais vous êtes qui? Mais j'ai lu dans la décision de la cour d'appel, dans l'arrêt de la cour d'appel, on demande la restitution d'une somme d'argent qui devait être versée à cet avocat Fenzi qui représente les Verville. Ce qui a été fait. On lui a, il a pris l'argent. Oui. Et est-ce qu'il a remis, parce que c'est de l'argent pour les Verville, est-ce qu'il a remis cet argent aux Verville? Non, il n'a pas remis, ils se le sont partagés. Et puis déjà d'abord, ce n'est même pas ce que prévoit la loi. C'est-à-dire que même ici, là, il y a ce qu'on appelle mettre des fonds en fidéicommis. Ça veut dire que l'avocat ne peut pas toucher à l'argent. Soit on apporte le compte du concerné et on fait le virement à l'intérieur, soit on met un argent en fidéicommis qu'on va reverser dans son compte. Mais lui, personnellement, ne peut pas. Donc déjà, c'est d'abord une incongruité que lui-même aille à la banque retirer de l'argent, avoir de l'argent. Et déjà d'abord... Et la banque a quand même accepté. C'est incroyable. Parce que déjà, on ne peut même pas désigner d'abord quelqu'un pour aller prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Vous avez gagné au truc, on a dit qu'il faut faire ça très bien. C'est à vous de choisir qui est-ce que vous allez vous envoyer. À défaut, vous y allez vous-même ou vous choisissez. C'est pas le tribunal qui va dire que non, Jean-Benoît Tagne, je désigne que telle personne apprend votre... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toujours est-il que l'argent a été donc emporté. Voilà, a été distrait, oui, et donc aujourd'hui, vous êtes devant la Cour suprême pour essayer de casser les décisions qui ont été rendues en première instance et puis en appel. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? C'est quoi le préjudice, au-delà du préjudice moral, tout le temps que vous avez passé en détention et tout? Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Non, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, déjà à la base, je veux d'abord être rétabli dans mes droits. Ça, c'est la base de toute chose. Je veux déjà être rétabli dans mes droits. Qu'on me foute un peu la paix à moi, à ma famille, ainsi de suite, parce que ça, quand même, je veux dire que tout ce qui peut avoir de crapuleux, ils l'ont fait. Déjà, on a ça. Et même malgré tout, parce que même à la Cour suprême, c'est pas facile. Tous les actes que on a fait pour essayer d'aider la justice à travailler, si tant est qu'ils avaient un doute, ils refusaient parce qu'ils émettaient l'idée que moi, je fabrique les choses au quartier comme on fait éventuellement en Afrique. Ça veut dire que les Verville eux-mêmes n'étaient pas les concernés. C'est-à-dire que toutes les lettres, toutes les correspondances que j'ai vues, qui sont supposées venir des Verville, ils estiment que la justice estime que ce sont des faux. Voilà. Vous avez fabriqué ces correspondances pour essayer de plaider votre cause. En français facile, on m'a dit quelqu'un. Très bien. Maintenant, ce que nous avons donc fait, en dernier ressort et en désespoir de cause même d'ailleurs, c'est que nous avons pris l'avion ici du Canada, on est allé en France. Nous sommes allés directement chez un notaire, puisque vous ne pouvez pas contester un acte notarié, n'est-ce pas? Et le notaire est comme un juge. Une décision notariée fait acte de droit. Donc nous sommes allés chez un notaire, ils ont refait une déposition. Dans cette déposition-là, ils ont relaté les faits étape par étape, courrier par courrier. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tous les courriers précédemment qu'on disait que c'était faux, on a relaté ça. Le notaire a donc sorti l'acte notarié qu'on a donc envoyé à toutes les hautes instances judiciaires, à savoir le ministre de la Justice, garde des Sceaux Lorenzo, le président de la Cour suprême, la procureure générale près de la Cour suprême et le président de la Chambre judiciaire près de la Cour suprême. On a envoyé à toutes ces entités-là. Mieux encore, on a fait une exéquature du document au Cameroun. Alors l'exéquature, je pense que les professionnels de droit savent ce que c'est. Ça veut dire qu'un acte qui a été rendu ailleurs, on le rend applicable localement. On a donc fait cette exéquature pour que le document soit... Je veux dire, on est à un point, le traumatisme est tel que, même ce qui est simple, vous devez enlever toute ambiguïté autour. Voilà. Donc, mais même à cela, je vous assure que les informations qui reviennent ne sont pas encourageantes. C'est-à-dire que la justice persiste, que vous avez voulu flouer vos partenaires. Moi, j'ai l'information selon laquelle le ministre Laurent Esso aurait convoqué la procureure générale près de la Cour suprême pour instruire encore sur le dossier. Vous avez dit aurait, donc vous n'êtes pas sûr. Je ne peux rien dire. La justice aujourd'hui est à un point où je pense que
ils ont dépassé le stade de la crapulerie. Ils ont atteint l'arrogance. Parce qu'ils sont à même de faire ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent complètement. De toute façon, qu'est-ce qu'on va leur faire? Rien. Et on a combien de conseils de la magistrature? Et même à ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous dire. J'ai un ami, Maître Mandin. C'est un ami d'enfance du lycée. Quand il commence à chercher à embastiller mon épouse, je l'appelle pour lui dire que bon, écoute, il faut que tu interviennes dans le dossier. Et puis je lui dis que mais c'est quand même incroyable, ça ne correspond à rien en droit, ainsi de suite. Il me dit que mais pour toi, il m'aime bien. Et toi encore, tu as du répondant. Mais regarde avec tous les répondants que tu as, ce qui t'est arrivé. Bon, imagine alors celui qui n'a rien. Parce que moi, j'ai des cas ici où tu vois un monsieur qu'on arrête parce qu'il n'a pas de CNI. Et quand il est au commissariat, il vous dit que lui au commissariat, le commissaire lui demande 20 000. Il dit que la CNI, c'est sensiblement 10 000, il n'est pas là pour payer. Pour lui, il mange avec ça 2 semaines. Oui. Il va prendre 20 000 euros pour payer. Maintenant, suite à ça, là, on le prend, on le défait au parquet. Oui. Quand il arrive au parquet, le parquet dit que non, il faut qu'il paye 50 000. Il dit que mais, je n'ai pas pu payer 10 000 pour faire. Je vais payer 20 000 pour donner au commissaire, je vais prendre les 50 000, faites appel à votre famille, ainsi de suite. Et puis, ils se prennent des 6 mois de prison. Voilà le pays dans lequel on est. Donc, vous comprenez que si on fait ça à quelqu'un pour une CNI qui est même supposée être un droit dans un état normal, la CNI est un droit, le passeport est un privilège. Ok. Mais on fait ça à un individu. Vous avez été dans le milieu de l'exploitation de l'or au Cameroun. Comment décririez-vous ce milieu-là aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup d'informations ces derniers temps qui circulent sur le pillage systématique de l'or camerounais. Vous avez été dans le business. Tout à fait. Comment décririez-vous cette histoire? Alors, c'est un milieu où on a un groupuscule de personnes qui ont fait préemption là-dessus. Et quand on réfléchit au-delà de toute émotion, oui, c'est-à-dire que de manière objective, on se rend compte que ma mésaventure, par exemple, part du fait que j'étais un indépendant. Alors vous êtes un indépendant, vous êtes en train de venir bousculer l'équilibre. Parce que je suis venu directement avec beaucoup de cash, sans être inféodé à qui que ce soit. Et avec des moyens sophistiqués, un avion personnel. Voilà. Alors, quelle est l'information que j'avais envoyée aux gens? Parce qu'il faut bien comprendre. L'information que j'ai envoyée aux gens, c'est-à-dire par exemple aux divers opérateurs, ainsi de suite, c'est qu'il y a une solution alternative au système mis en place, parce qu'il ne faut pas croire. C'est que tout le système de l'or qui se passe en ce moment, qui est préempté par ce groupuscule de personnes, les véritables producteurs, c'est-à-dire l'orpailleur, celui qui tremble la main dans le tambouille, sont pris en otage et fonctionnent aux conditions de ceux-là qui ont la main mise véritablement sur le business. Maintenant, vous avez quelqu'un d'autre qui vient à côté, qui a aussi cette capacité financière, ou tout du moins, qui la présente, et qui vous donne une alternative au commerce de votre produit. Ça veut dire que peut-être vous pouvez vendre mieux, vous pouvez être payé immédiatement, ainsi de suite, puisque de sources quand même assez fiables, ce qui se passe, c'est que eux, on leur prend leurs marchandises, on leur paye au taux qu'on veut et quand on veut. C'est-à-dire qu'ils subissent toutes sortes de conditions. Mais c'est généralement ce qui se passe quand on a quelqu'un qui maîtrise totalement un business à un moment donné. Bon, c'est à son bon vouloir. Oui. Alors, est-ce qu'on peut exploiter l'or de manière honnête au Cameroun? À l'heure actuelle, oui. Non, c'est impossible. Donc les gens qui sont dans le business de l'or, c'est des malhonnêtes. Oui. Vous ne pouvez pas. Il faut être tributaire. C'est-à-dire que déjà, à l'heure actuelle, vous voyez, ils ont créé la Sonamine. Oui. Ok. Oui. Ils ont créé la Sonamine. Quand ils ont créé la Sonamine, c'était pourquoi? C'était pour éviter d'abord toute indépendance. C'est-à-dire que des cas comme moi ne devraient pas se répéter. Vous suivez un peu? Alors maintenant, avec la Sonamine, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est un sésame d'avoir l'agrément encore de nos jours. Oui. Puisque la Sonamine est la tête chercheuse. Oui. C'est-à-dire que pour obtenir déjà l'agrément, ça coûte un bras. Si on vous la donne même. Oui. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut que vous envoyer dans le marché noir. Et encore même là-bas, vous aurez à peine, je vais dire, quand vous êtes dans le marché, il peut tout vous arriver. Oui. Et maintenant, même si c'est que vous réussissez à avoir ça, c'est sous condition. Donc, quand on est dans les conditions, on ne peut plus parler de travail honnête. Ça veut dire, et puis d'ailleurs, même, moi, la question que je vais vous poser va être très simple. Que ce soit en termes de déclaration des quantités, que ce soit en termes de la fiscalité, c'est-à-dire taxes et douanes. Oui. Combien rentre dans les caisses de l'État? Ben justement, l'ITIE, l'initiative de transparence dans les industries extractives, dit qu'en 2023, les douanes camerounaises ont enregistré 22 kg d'or qui partaient à l'étranger, alors que rien qu'à Dubaï, il y a eu 15 tonnes d'or qui sont arrivées. Alors, ce n'est même pas un fossé, c'est un monde qui sépare ces deux chiffres-là. Comment vous justifiez ça? Mais comment peut-on d'abord... Rien que vous, en une opération, je suis à 100 kilos. 100 kilos voilà, et plus. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de 22 kilos d'or pour un pays
tout entier et un pays comme le Cameroun dont on connaît le sous-sol. C'est-à-dire que même les chiffres qu'on présente sont ridicules. Et ça n'émeut personne. Parce que ce qu'on essaie de faire croire au jour d'aujourd'hui, ou tout du moins ce qu'il paraît, c'est que c'est parce que Dubaï a dit que 15 tonnes sont arrivées que les gens se sont réveillés. Mais c'est quoi ces conneries? Donc ça veut dire que quand on a d'abord fait le rapport de 22 kilos d'or avant que Dubaï ne dise qu'ils ont reçu 15 les gens trouvaient que c'était normal. On a trouvé que c'était normal. Est-ce que ça fait donc si Dubaï n'avait pas parlé, on aurait trouvé que 22 kilos. Que non, c'est normal sur une année, c'est normal. Seulement 22 kilos d'or. Vous voyez donc le ridicule. Qu'est-ce que votre expérience, d'abord, en essayant de faire les affaires au Cameroun, vous êtes à chaque fois cassé les dents. D'abord, qu'est-ce que cela dit de faire les affaires au Cameroun? Alors, faire les affaires au Cameroun, alors, qu'est-ce que c'est d'abord faire une affaire? C'est par là qu'il faut commencer. Allons-y. Faire une affaire, c'est monter une structure, proposer un produit ou un service. D'accord? Mais en réalité, combien de personnes font les affaires au Cameroun? S'il faut parler de faire les affaires à proprement parler, il y en a quasiment pas. Ce que les gens sont au Cameroun, ils sont des représentations. Parce que le véritable homme d'affaires, c'est quoi? C'est celui qui fait les marchés publics. L'entrepreneuriat à proprement parler, peut-être à Douala. Vous allez trouver quelques hommes d'affaires vraiment qui cherchent à se distinguer. Vous voyez un peu? Mais le reste, c'est les faiseurs de marché. Mais vous allez avoir un homme d'affaires qui est riche à milliards. Je vais prendre l'exemple de Amougou Belinga, par exemple. Non, laissons Amougou Belinga. Non, c'est très important. Non, certes, mais c'est très important de le préciser. Parce que prenons un homme d'affaires quelconque. Monsieur Jean-Bruno Sagnier. Laissons quelqu'un qui... il faut... non, il est là où il est. Je ne suis pas là pour l'enfoncer ou faire pire que whatever. En fait, c'est ce qu'on appelle les cas d'école. Ok. On ne peut pas être un homme d'affaires riche à milliards et il n'y a pas une industrie à côté. Je veux dire... Oui, donc on peut citer 1000 cas, pas seulement celui de... On peut en citer 1000, effectivement. Disons que... Bon. C'est-à-dire que vous... C'est le plus connu. Parlons de ça. C'est-à-dire que généralement... Oui, en général, nos hommes d'affaires, c'est les faiseurs de marchés publics qui ne créent rien, aucune entreprise de transformation, l'industrie... Il n'y a aucune valeur ajoutée, donc aucune création de richesse, déjà à la base. Ça, c'est d'une part. D'autre part, un pays vit sur quoi? Un pays vit sur sa recette fiscale. Même là-dessus, ce n'est pas fait pourquoi? Parce qu'on a le coup de fil qui passe de gauche à droite, c'est-à-dire que on n'a pas ce qu'on appelle le souci du bien commun. Vous faites déjà beaucoup d'argent, contribuez. Mais l'argent que vous faites, bon, encore, ça on a parlé des hommes d'affaires, mais les hommes d'affaires ce sont les fonctionnaires en plus. Parce que les hommes d'affaires sont même en train de disparaître. Donc en termes d'affaires, je ne saurais quoi. Alors, il y en a qui se battent. Voilà, donc pour vous, il y a très peu de vrais hommes d'affaires. Quand on parle d'hommes d'affaires ailleurs, c'est des gens qui transforment, qui ont créé des usines qui transforment toutes sortes de choses, qui fabriquent toutes sortes de choses. Mais chez nous, pour la plupart, c'est des gagneurs de marché public. Et vous dites les fonctionnaires sont très, je ne sais pas sur quoi vous appuyez pour le dire. Est-ce que votre expérience vous amène à vouloir dire je ne ferai plus les affaires au Cameroun? Parce que vous avez commencé par une entreprise dans la transformation du bois, c'est tombé. Dans l'or, vous avez vendu juste 3 kilos, vous avez juste l'argent de 3 kg d'or. Vous avez payé pour 100 kg d'or, vous n'avez eu ni l'argent ni l'or. Donc vous avez perdu votre or, vous avez perdu également 2 milliards et 100 millions. Comment fait-on pour rester encore debout quand on a perdu 2 milliards et 100 millions? On a même de la peine à vous croire. On continue d'avoir des idées. Est-ce que vous aurez encore envie d'investir ou alors de faire des affaires au Cameroun? Oui, pour une raison très simple. Le pays là, ça ne leur appartient pas. À un moment donné, les choses vont finir par s'arranger et il ne faut pas abandonner. Malheureusement, les Camerounais sont endormis. Il faut se réveiller. Je veux dire que ce ne sont que des hommes et rien d'autre. Et ce sont les Camerounais qui leur donnent le pouvoir qu'ils ont. Donc ça veut dire que si les Camerounais décident demain de leur retirer ce pouvoir-là, ils n'auront rien. Ce ne sont que des hommes. Moi, je ne peux pas m'arrêter. Je veux dire que juste par rapport à ça, non. Dès que j'aurai la possibilité, je vais recommencer. Et d'ailleurs, je suis même sur le coup. Avec le Cameroun? Ah bah oui, toujours. Alors, qu'est-ce que votre expérience vous dit de la justice camerounaise? Vous avez été dans les dédales de la justice camerounaise. Quel est le regard que vous portez sur cette justice aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire qu'en question de la justice, j'ai tout vécu et j'ai tout vu. Alors, ce que je peux dire de la justice camerounaise aujourd'hui, c'est qu'elle est... C'est-à-dire que les magistrats camerounais sont extrêmement corrompus. C'est-à-dire que très peu sortent du lot, vraiment très peu. Et ce qu'il y a de plus déplorable à l'intérieur, c'est-à-dire que, dans mon cas par exemple, j'ai cité l'ombre du ministre garde des Sceaux à plusieurs reprises. Alors, qu'il soit concerné véritablement ou pas. Je pense que non, ça n'engage que moi. Soit, mais il y a un fait qui est clair.
Ok, et ça, c'est ce que on apprend même en première année de création d'entreprise à HEC, tout ça. Il y a un fait qui est clair. Les magistrats, ce sont vos magistrats. Vous êtes le patron de la justice. Si vous sélectionnez mal vos employés, vous êtes responsable de leur échec. Et d'ailleurs, le niveau de corruption est tel que s'il ne fait rien, c'est qu'il cautionne. Parce que c'est juste incroyable. Bon, c'est une déduction assez rapide quand même. Hein. Mais nous sommes à combien d'années? Et d'ailleurs, je vais même faire mieux que ça. Dans mon propre cas, j'ai eu à le toucher plus d'une fois. Il a tous les éléments nécessaires. On ne va pas me parler de manque d'ingérence. Non, c'est faux. Parce que je l'ai vu intervenir, et pas qu'une fois. Donc ça veut dire que moi, les choses sont très claires. Ce monsieur à la tête de la justice, il a juste foutu en l'air. Ça, c'est mon opinion. Hein. Oui. Ça n'engage que moi. Mais je pense que si on est un tantinet un petit peu intelligent et qu'on sait additionner 1 plus 1, vous allez m'excuser, mais si un magistrat se comporte n'importe comment et que c'est un cas isolé, on peut accorder le bénéfice du doute. Mais quand vous avez 90% des magistrats qui sont totalement corrompus jusqu'à la moelle épinière, parce que de mon expérience, et c'est bien de le dire, j'en ai connu 2. Il y en a certainement d'autres. Je parle de moi, mon expérience. Le magistrat Schlick et... Mais qui a une très bonne réputation, on ne peut pas le cacher. Gilbert Schlick, très bonne réputation. Et c'est pas un avis personnel. Hein, oui, tout à fait. Je ne le connais pas moi-même personnellement. Il a une bonne réputation, voilà. Oui. Et il y a eu une dame à mon procès en cour d'appel. Cette dame, de face, elle était assise à gauche. Cette dame-là a dit, et a fait ce qu'elle a dit en disant que cette histoire, c'est une histoire crapuleuse de la pire espèce. Moi, je ne vais pas tremper là-dedans. Donc, je ne poserai aucune question à ce garçon parce que j'ai lu son dossier. C'est du grand n'importe quoi. Ah, elle a dit ça et elle ne vous a pas posé de question pendant l'audience. Aucune question de toute l'audience. Et d'ailleurs, vous savez que quand c'est la collégialité de 3 juges, bon, c'est au meilleur des 3. C'est la seule qui m'a déclaré non coupable. Vous voyez un petit peu? Elle, par contre, elle a fusillé M. Yanou Babou. D'accord? Pour qui elle avait une autre approche du dossier. N'est-ce pas? Oui. Mais moi, elle ne m'a posé aucune question du début à la fin. Oui. Alors, donc on peut penser quand même que quelque part, on a quand même des magistrats qui ont encore une conscience. Oui. Alors, dans votre procédure, il y a un certain Nana Kamdoum. Quand je préparais cette émission, j'ai lu tous les dossiers de la procédure, que ce soit les correspondances, les décisions du juge d'appel et tout. Et quand je faisais quelques recherches, il serait décédé au Ghana. C'est lui. Oui, il serait décédé au Ghana il y a environ 1 an ou 1 an et demi, quelque chose comme ça, là, je pense. Oui. Alors, dans des conditions assez obscures. Oui. Mais ce qui était tout aussi obscur, c'est que monsieur roulait carrosse dans les villes de Yaoundé, et Douala bien sûr, et a été totalement... Alors, c'est-à-dire que le vendeur n'a jamais été concerné par le dossier. Oui. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de briser le silence. Oui. Pourquoi avez-vous accepté mon invitation à faire cette émission? Non pas que je vous le reproche, au contraire, je suis très heureux que vous ayez accepté, parce que j'ai quand même une expérience de la lâcheté des Camerounais qui sont victimes de ce qu'ils considèrent comme une injustice, mais refusent systématiquement de parler, et du coup on entre dans un cercle vicieux où les gens sont victimes d'abus, on leur fait des abus sachant qu'ils ne vont rien faire. Mais vous avez décidé de briser le silence, prendre des risques, dire tout ce que vous avez dit ici, et en espérant que vous n'avez pas menti. Pourquoi avez-vous accepté de parler, de sortir de votre silence, malgré le risque que cela représente pour vous? Alors, dans un premier temps, on a tiré sur moi de tous bords. Oui. Bon, je suis resté calme parce que j'avais autre chose à faire. N'est-ce pas? Ça a vraiment tiré. Et puis, ils ont une marque de fabrique, c'est qui vous salissent pour vous tuer sans que la population ne réagisse. Et c'est pour les mêmes raisons que je décide de parler aujourd'hui. Parce que il faut que les Camerounais arrêtent d'avoir peur. Il faut vraiment se réveiller. Je veux dire que moi, mon expérience, je veux dire que je suis là aujourd'hui parce que moi, je me suis opposé à eux. Je me suis opposé à eux à un point où ils étaient prêts à commettre des massacres au sein de ma famille. Je ne sais pas si vous vous imaginez un peu. Oui. Mais il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses. Parce que ce ne sont que des hommes. Il faut que les Camerounais prennent conscience que s'ils continuent de se taire, quand on tue un mouton, il ne fait pas de bruit. Donc ça veut dire qu'on peut tuer tout le troupeau. Si vous continuez de vous taire, les choses ne vont jamais changer. Donc pour que les choses arrivent à changer un jour,
il est important de vous mettre à parler. Je veux dire qu'on est dans un état où on a un chef d'État qui est totalement inexistant au jour d'aujourd'hui, on peut comprendre avec l'âge. Et tout le monde en profite. Je veux dire, bon, le désordre a commencé depuis un petit moment, Oui. mais à un moment donné, si l'État ne peut plus rien faire pour vous, ben, prenez votre destin en main. C'est aussi simple que ça. Comment? Mais réagissez, dénoncez. Oui. Dénoncez. Et puis, bon, je comprends que c'est un régime d'oppression, mais il ne peut pas tuer tous les Camerounais. Bon, on va me dire que oui, c'est bien facile de se mettre au Canada et puis de parler. Sauf que j'ai commencé à parler au Cameroun. Et si j'ai vécu tout ce que j'ai vécu et je suis passé par tout ce par quoi je suis passé, c'est parce qu'on m'a traité d'arrogant, d'insolent, d'imbu de ma personne. Mais un peu vantard aussi. Le Phoenix, Oui, bon. tout le monde connaissait à Yaoundé avec Voilà. des grosses voitures, des Mercedes, dernier cri, enfin des voitures de luxe. Vous étiez un flambeur avec un jet privé et tout ça. Ça a pu attirer l'attention sur vous et les gens ont eu envie de prélever leur part sur vous, non? On s'entend. Oui. Mais justement, c'est contre tout ça qu'il faut se battre. Si quelqu'un travaille, il a le droit de jouir du fruit de son travail. Et c'est très bien que vous fassiez cette petite remarque, parce que la doctrine au Cameroun, c'est quoi? Je fais beaucoup d'argent, mais je dois faire profil bas. Il ne faut pas qu'on voit que j'ai acheté telle voiture, il faut que je me cache. Alors les seules personnes, finalement, qui se permettent de faire tout n'importe quoi, sont finalement les fonctionnaires, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de qui que ce soit, ils savent qu'on ne peut rien leur faire. Non, c'est faux. C'est faux, vous avez le droit de vivre décemment. Si vous êtes fortuné, faites-vous plaisir. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Le problème, c'est que le Camerounais aussi, parce qu'il faut le dire, Oui. est devenu très faux. Malheureusement. Le Camerounais est très faux. Et c'est le fait qu'il soit aussi faux qui fasse en sorte que lui-même a peur de parler parce qu'il s'est compromis. Non. N'ayez plus peur de parler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bon, ce sont les pauvres qui payent tous les pots cassés. Oui. Ceux qui sont un peu dans le système pour le moment, puisque le système change. Les hommes passent. Et après, ceux qui étaient dans le système aujourd'hui, quand ils ne seront plus demain, ils vont se mettre au quartier pour se plaindre. Oui. Non. Donc en fait, c'est ça. Il faut dénoncer, Est-ce que vous avez foi dans l'avenir du Cameroun? sans aucun doute. Le changement va venir d'où? Le changement ne peut venir que du peuple. Et il faut arrêter de se faire d'illusions. Le gouvernement, en l'état actuel, a atteint son maximum. C'est-à-dire que ce soit positivement ou négativement. Bon, plus négativement que positivement. Il ne peut pas faire mieux que ça. Ok? La tête de l'État, il est vieux. Et c'est pas péjoratif ou ça n'a rien de... C'est un facteur naturel. Oui. Ok? Mais l'État en lui-même, il a atteint toutes ses limites. Le RDPC a atteint ses limites. Tout ce qui lui reste, c'est une implosion. Alors, les Camerounais ont deux choix. Soit ils vont s'installer dans une continuité parce qu'il n'y aura aucun changement, à moins qu'ils commencent à s'étriper entre eux. Et puis, on a quelques petites prémices là. Mais au-delà de ça, et c'est le seul élément connu, hein, de la réaction du peuple. C'est le seul élément inconnu, autant pour moi. Tout le reste est connu. Si vous ne réagissez pas, vous pouvez être sûr que c'est le statu quo. Et parce qu'on a déjà deux clans qui se sont quand même neutralisés. Il n'y a aucun qui prend le pas. Maintenant, il n'y a que le peuple qui sera libre de décider de son destin. C'est tout. Oui. Olivier Api, merci. Merci, monsieur Bruno. Merci d'avoir eu le courage de venir dire votre part de vérité dans ce qui vous est arrivé avec votre entreprise CX Trading, Ouais. qui voulait exploiter l'or au Cameroun, mais ça a tourné court. Merci d'avoir fait cette émission avec moi. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie, Jean-Bruno Tanier, de m'avoir donné la parole pour pouvoir dire ma part de vérité. Et puis bon, nous espérons que ça portera ses fruits pour nos autres frères camerounais qui eux aussi vivent des situations tout aussi loufoques, parfois d'autres dramatiques même. Bon, pour ma part, ça s'est quand même bien terminé. Je suis en bonne santé. La famille aussi en bonne santé. Et, Je ne sais pas comment on fait pour être en bonne santé quand on a perdu 2 milliards 100 millions. non, on a le moral. C'est traumatisant au début. Oui, 2 milliards 100 millions. Comment est-ce que vous m'avez appelé de mon autre nom? Le Phoenix. Voilà. Oui, très bien. Mesdames et messieurs,